qu'on fait une intro? Ah, t'as une idée? Non. Bah voilà. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour un nouveau numéro du Front Page, votre revue d'actualité sur le monde des comics et de leurs adaptations. 3 fois par mois, on se retrouve pour faire le point sur ce qui fait le sel, mais aussi le sucre, et parfois même les épices de l'actualité comics, puisque on aime les métaphores culinaires, et donc on va vous parler de bande dessinée. Bon appétit, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez. Corentin, salut à toi. Ça m'a donné faim. Oui, je sais. Je vois du curcuma qui danse devant mes yeux. Ça va, Arnaud? Ça va très bien, oui. Je suis ravi de t'accueillir une nouvelle fois dans ce podcast. T'as pas l'air ravi. Hein. Bon, j'ai un grand sourire. T'as l'air ravi, là. D'un coup, il a l'air ravi, c'est fou. Un grand sourire pour parler d'actualité telle que vous l'appréciez, on l'espère. En tout cas, dites-le nous si vous voulez que, je ne sais pas, si vous voulez qu'on fasse des podcasts en vidéo pour voir les conditions d'enregistrement qui sont assez exceptionnelles en ce 1er mai. Ça vaut le coup d'œil. À l'heure à laquelle on enregistre, je ne sais pas ce qu'on penserait. Vous aimez les éphèbes, les Apollons, ce genre de choses-là. les Adonis. Vous avez Arnaud qui court en bronzage dans son balcon. Tout à fait, c'est le retour des beaux jours, et donc on se met à l'aise pour enregistrer cette émission. Mais Corentin, ne parlons pas de ce genre de détails-là, on ne veut pas créer d'émeutes non plus parmi les gens qui nous écoutent. On va tout de suite commencer. Oui. Alors un petit point juste, vous savez que j'aime bien faire ça au début des podcasts pour vous indiquer quelques campagnes de financement participatif qui sont en cours. Du côté de Bliss Edition, on a la nouvelle série Shadowman de Caleb Bunn et John Davison, donc le retour de Boniface qui est donc c'est ce personnage capable de traverser le monde, enfin de naviguer entre le monde réel et le royaume des morts, et qui va dans cette nouvelle aventure en fait enquêter sur une secte de gens un peu stupides qui essayent d'invoquer des démons, et forcément ça part à chaque fois en carnage. C'est une très très bonne nouvelle série qui vaut notamment parce que y a John Davison au dessin, et que John Davison, ça fait un peu partie de ces artistes qui se posent en héritier des Frank Quitely, Geoff Darrow et ce genre de choses là. Juan Roserip aussi, donc avec un trait très détaillé, une superbe pratique de la mise en scène et du découpage. Donc ça, je vous le recommande. C'est toujours sur Ulule, comme toutes les campagnes de précommande de Bliss. Ça vous permet de soutenir directement une maison d'édition indépendante. Et de toute façon, on vous en reparlera rapidement dans le back issue, mais je vous spoil déjà juste pour dire que c'est super cool. Ça fait partie des récentes séries de l'univers Valiant qui méritent vraiment qu'on s'y intéresse. Donc voilà, je vous encourage à y faire un petit tour, et également dans les campagnes à soutenir aussi. Dans les campagnes. Dans les campagnes et dans les réseaux aussi, ils sont partout. Les financements participatifs, ils sont partout. Non, mais vraiment, j'avais envie de vous attirer l'attention sur un projet qui a déjà passé les 100% aussi sur Ulule, du côté de Comics Initiative. Ça s'appelle Seul l'ombre, et en fait c'est un projet de création originale où on retrouve Corbéran, Pascal Millet, et surtout, et enfin pas surtout, mais moi ce qui m'intéresse c'est Rurik Saleh, du coup journaliste qui a travaillé pour Mad Movies, en tout cas que moi j'adorais lire à l'époque où il était chez Mad Movies. Voilà, donc un polar qui a l'air assez sombre, hein, vraiment avec un visuel assez intriguant. Ça a l'air vraiment plutôt cool. Une bande dessinée qui sera en couleur et qui est actuellement donc en financement sur Ulule aussi. Et puis, puisque on dit toujours jamais 203, on vous informe également qu'en ce moment il y a la campagne de précommande, financement, soutien, ce que vous voulez, de Huggin et Menin pour le retour de la revue Comic Box, chapeautée par Xavier Fournier et toute l'équipe rédactionnelle originelle de cette illustre revue qui était née en 98 et qui s'était arrêtée en 2017 et qui revient sous une forme différente. C'est un MOOC qui sortira 2 fois par an, donc plus de 200 pages, pour vraiment proposer des papiers de fond, parce que l'idée c'est pas de se mettre avec ce genre de avec la presse écrite, faire de l'actualité, c'est un peu devenu, je pense, un peu dérisoire, notamment dans les sphères comics et adaptation. Et donc là, ce sera vraiment des interviews, des analyses, aussi parfois des vieux papiers qui vont rééditer un petit peu à la façon de ce que fait Metal Hurlant, tu sais, en proposant des numéros oldies. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Oui, et que le premier numéro s'intéresse au multivers, donc j'imagine que ça va parler à pas mal de gens. Donc on attend de voir ce que ça donnera. Le premier numéro doit sortir en septembre, mais vous pouvez
pouvez déjà donc souscrire. En fait, c'est une campagne de souscription plutôt pour valider le projet, pour dire voilà, on a assez de lecteurs qui sont présents pour soutenir le retour de cette revue au-delà du seul premier numéro. Donc on vous encourage à aller y faire un tour, d'autant plus que vous pouvez vous procurer certains des autres bouquins de Xavier Fournier qui sont sortis aussi chez Huggin et Manin, et moi j'aime bien. En tout cas, je vous recommande d'aller y faire un tour. Maintenant qu'on a fait ce petit laïus, je vous fais aussi un petit laïus juste pour vous avertir, mais il y aura plus d'informations sur le site comicsblog.fr, mais que à partir le samedi 7 et le dimanche 8 mai, il y a pas mal de boutiques et de comic shops qui vont organiser des séances de dédicaces pour le Free Comic Book Day, donc la version américaine. Si la version française n'a pas été maintenue cette année, faut savoir que tous les premiers samedis, le premier samedi du mois de mai, normalement, c'est le Free Comic Book Day aux États-Unis, donc avec en général une cinquantaine de single issues qu'on peut récupérer gratuitement. Et bien entendu, il y a pas mal de boutiques en France qui jouent le jeu, même s'il n'y a pas de version française, qui jouent le jeu en ramenant des artistes. Donc par exemple à Comic Zone, je sais qu'il y a Baptiste Pagani qui sera de passage, donc ami de Lyon. Vous avez l'occasion d'aller à sa rencontre. Je sais aussi que du côté de Paris, on a Mahmoud Asrar, je crois, et à moins que ce soit, non, si c'est ça, c'est Mahmoud Asrar et Stéphanie Hans qui seront de passage aussi. Je crois que c'est à Album ou à Pulp, c'est l'une des deux, mais il y a aussi, même dans le sud de la France, il y a aussi d'autres artistes qui sont invités. Donc voilà, il y aura des papiers qui arriveront alors vous écouterez ce podcast sur Comicsblog avec les détails un petit peu des festivités. Et on vous rappelle aussi que les 7 et 8 mai, si vous êtes dans l'Est, il y a le festival du Rayon Vert avec Juniba, avec Johan Cavege, avec Sylvain Repos, avec voilà tout un tas de personnes et d'artistes qu'on aime beaucoup et qui sont d'ailleurs quasiment tous passés discuter avec nous au micro. Donc on vous encourage également à y faire un tour. C'est le printemps, s'il fait beau, et il y a des artistes un petit peu partout dans toute la France pour faire des dédicaces, des rencontres et tout ça. Donc c'est plutôt chouette et on vous invite à y participer, parce que c'est aussi comme ça que la culture comics peut vivre en France. Voilà, j'ai fait mon petit délaïus. Eh ben oui, des laïus. Il était beau, laïus. Ouais, tout à fait. Non, il était. Moi j'aime un laïus, des laïs, je sais pas. Des laïs. Non, je crois pas. Intéressant, peut-être laïus. Datif, accusatif, nominatif, bon je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, bah écoute, j'apprends que Stéphanie Hans sera sur Paris samedi prochain, c'est trop cool. Peut-être que je vais essayer de me déplacer. Je crois que c'est dimanche du coup. Ah bah encore mieux, parce que samedi j'ai un truc. Je te rappelle. Yes, je sais. Allez Corentin, de quoi il parle? Ça vous regarde pas, c'est notre vie privée, d'accord? Ça, on se fait des private jokes pendant le podcast parce qu'on sait que vous les appréciez, que vous voulez absolument tout savoir de notre vie. D'ailleurs, allez, on continue Corentin. Tortue Ninja Southwinter qui est de sortie chez Vestron. C'est un titre un petit peu chelou sur les Tortues Ninja et qui est disponible donc chez Vestron, donc une petite maison d'édition qui fait pas mal de comics de licence très souvent, donc avec Transformers, Retour vers le futur, les Terminator, aussi Godzilla. Il y a pas mal de Godzilla qui sont chez eux. Il y avait des Aliens, mais maintenant j'imagine que ça va être un peu plus compliqué vu que Marvel a récupéré les droits et que par extension c'est Panini qui devrait s'occuper maintenant de ces sorties. Et donc ils font aussi du Tortue Ninja. On en avait déjà parlé puisqu'ils avaient sorti Body Count, le fameux Body Count de Kevin Eastman et Simon Beasley. Et donc là on se retrouve avec un autre titre Tortue Ninja un petit peu plus un peu obscur aussi, un petit peu bizarre. Corentin, est-ce que tu peux nous en parler? Bah en fait même à côté Body Count c'est très accessible compte tenu de ce qu'on connaît des Tortues Ninja. Body Count c'était juste les tortues vues par un punk des années 80-90 avec beaucoup de violence et d'explosions et un dessin qui est effectivement très anarchique, très particulier. En comparaison, Southwinter c'est vraiment une lecture très à la marge. C'est donc Michael Zolli qui est le fameux artiste de The Puma Blues, qui est considéré comme un des chefs-d'œuvre du roman graphique des années 80 et l'une des BD qui a fait un peu progresser le format alternatif à l'ombre des projets plus traditionnels qu'on trouvait justement en Major. Même à côté, encore une fois, Tortue Ninja c'était très classique, Puma Blues c'est vraiment un truc assez éthéré et tout. Il avait fait donc des tortues à l'époque de Mirage, 4 séries je crois, Southwinter particulièrement qui est celle qui donne son titre à l'album, mais il y en avait d'autres qui étaient aussi plus normales, dont une sur Splinter qui était vraiment dessinée comme une souris, une vraie souris, enfin avec un vrai physique de rat réaliste. Non, je crois que c'était une série sur Yérim, mais je comprenais pas ce qu'il voulait faire là-dedans. Non, rien à voir, mais que Zolin ne connaît pas le bon ami Yérim, et il a tort parce que c'est un mec vachement bien. J'ai pas de rebond sur toutes tes blagues en fait. C'est vrai. C'est compliqué, surtout le dimanche matin. De canaliser, voilà, un dimanche matin après mai en plus, c'est compliqué de réagir à mon humour si. Oui, un si extraordinaire. C'est voilà, quand même le dire. C'est un challenge. Donc bref, voilà, donc Michael Zolli effectivement qui est passé par là et qui a pas fait du tortue classique, c'est-à-dire qu'il a réinterprété les tortues dans un contexte très particulier, c'est-à-dire que là vous avez Splinter et vous avez le Shredder qui se font une sorte de duel psychico-magique dans un monde très sombre qui
prend des parures réalistes et donc mais en même temps magiques, et donc Splinter va invoquer les Tortues Ninja, esprit de la terre, de l'eau, du vent, etc., et qui vont être des espèces de corps un peu désincarnés, pareil, proportion réaliste, mais vraiment des monstres pour le coup, sans masque, sans tonfa, sans nunchaku, qui vont après savater avec les ninjas du Foot Clan. Donc ça, c'est une des histoires. Il y en a d'autres, parce que c'est encore une fois pas forcément chronologique. C'est vraiment un projet pour les gros fans des Tortues Ninja, ou à l'inverse pour ceux qui détestent les Tortues Ninja et qui aiment Puma Blues et ce genre de BD très particulière. Parce que ça ressemble pas du tout à la mythologie tortue habituelle. Je me souviens que les copains de Tales from the Sewer justement avaient détesté Body Count, en partie, en majorité, parce que justement les tortues c'est aussi un esprit cool, un esprit un peu fun, parfois un esprit super-héros, un esprit qui est propre au travail de Kevin Eastman. Là on est vraiment dans autre chose, on est dans la fin de la dérivation, si tu veux. Donc je sais pas si je le conseillerais moi-même en fait à lire aux gens. Il faut vraiment être dans cette catégorie de fans très particulière et curieux, ouais, ou très ouvert d'esprit. Maintenant, c'est cool que Vestron continue à creuser un petit peu justement les à-côté des cultures de licence, parce qu'ils font aussi pour beaucoup d'autres projets comme Terminator, on avait parlé, où ils avaient ramené l'une des premières BD de Alex Ross, j'ai oublié le nom de la mini-série malheureusement. Ouais, c'est Terminator, ouais. Oui, j'ai oublié le nom c'était Judgment Day, je crois, la mini-série. Donc bref, ils cherchent quand même un petit peu à mettre en avant les gros noms qui ont travaillé sur des comics de licence, et Michael Zolli, dans le milieu underground et roman graphique, est quand même à ses côtés. Donc c'est chouette pour ces gens-là. C'est chouette que l'édition française accueille toutes les versions des Tortues Ninja, pas juste les mainstream, on va dire, de Mirage, Image et IDW, mais aussi ces projets plus à côté. Donc tant mieux. Maintenant, je sais vraiment pas. On pourra en reparler quand l'album sortira, mais je sais vraiment pas si c'est sorti du coup quand on enregistre, il est sorti. Ah ouais. Bon, je le procure. Écoute, on pourra en parler la prochaine fois. Mais j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus, parce que moi, c'est vrai que même avec mes goûts vertigo-esques, etc., j'avoue que c'est pas exactement les tortues que j'aurais imaginé, tu vois. Bon, bref, voilà, ça existe. Très bien. Donc voilà, donc c'est disponible en librairie chez Vestron. On continue de toute façon à parler un petit peu d'indé en France, puisqu'il y a aussi le second tome du Copra de Michel Fif qui débarque chez Delirium. Qu'est-ce que c'est, Corentin, Copra? Copra, c'est un mix de la Suicide Squad avec la Doom Patrol. Ouais, c'est un peu le verbatim le plus évident à tirer. D'ailleurs, ils le tirent eux-mêmes chez Delirium pour le présenter. C'est vraiment effectivement de ça dont il s'agit. En fait, Copra, c'est une série qui a été auto-éditée par Michel Fif, pardon, je sais pas que c'est Miguel, parce qu'il est d'origine cubaine normalement, bref, ou Michael Fif, je ne sais pas. Michel, c'est Michel. Ouais, Michel. Comme Michel Polnareff, mais Fif. Voilà. Ouais. Michel Polnareff, mais Fif. Michel Polnareff. Donc pour résumer, et voilà, série auto-éditée par un artiste très talentueux qui a effectivement grandi avec à la fois Vertigo aussi, à la fois les travaux de Rob Liefeld et la première génération Image Comics, qui est fan en fait de Rob Liefeld au premier degré, comme Ed Piskor et Tom Scioli, et qui a essayé d'écrire une série qui serait une version un peu plus noire, un peu plus polarité inversée par rapport justement à ce que proposent les personnages traditionnels de DC et Marvel, mais qui s'inspire beaucoup effectivement de la Suicide Squad de John Ostrander. Il y a un Deadshot, par exemple, très évidemment cité, tout en ayant justement cette liberté graphique et cette générosité qui évoque davantage la Doom Patrol de Morrison, dans ce qu'elle avait de très surréaliste, très dadaïste, même au niveau des créations des contours et tout. Tu vois le personnage de Nobody par exemple, qui est vraiment une des références les plus notables dans le trait de Fif. Il cite souvent Ditko aussi, ou Frank Miller, et c'est effectivement un génie du dessin et un génie même du scénario, parce que il y a un côté, comme on n'est pas chez Marvel DC, on peut se permettre de tout foirer, on peut se permettre d'avoir une équipe de bras cassés qui sont des vrais bras cassés, on peut se permettre d'avoir des héros qui sont dépressifs, qui sont des vilains sur le retour, etc., etc. C'est très long, Copra, il y a eu 40 numéros, je crois, pour la première série, et après c'est arrivé chez Image Comics. Donc là, deuxième tome, après le dernier qui était en fin d'année dernière. Le premier qui était en fin d'année dernière. Donc c'est super cool de voir que le projet commence à arriver en France et finalement capte l'attention des médias, puisque Panorama, un autre projet de Michael Fif, a été sélectionné à Angoulême. C'est un artiste qui mérite carrément, c'est vraiment une des nouvelles, comme Piskor encore une fois, une des nouvelles plumes de cette espèce de digestion de la culture pop des années 80-90 qui rend ça merveilleux, alors qu'à l'époque c'était quand même particulier. J'adore vraiment moi son travail, on aura l'occasion d'en reparler quand on fera justement une analyse de Copra dans les Back Issues. Mais ouais, franchement, si vous êtes comme nous, peut-être un peu lassé des formats de super-héros plus traditionnels ou des rigidités du dessin de comics en mainstream,
voilà, on fera bientôt un Back Issues où on parlera de Batman Earth One, par exemple, et moi je suis lassé, tu vois, de Gary Frank, par exemple, ça me casse les couilles, j'en ai marre de voir sa gueule, enfin de son trait, pardon. Et donc il y a des mecs talentueux qui existent et qui continuent à essayer de pousser un peu le projet. Pareil au niveau des couleurs, tu vois, c'est beaucoup d'expérience. Il y a des aquarelles, il y a du dessin qui fait vraiment coloriage, il y a des trucs qui sont vraiment de la couleur beaucoup plus classique et tout ça en surimpression parce que chaque personnage va être colorisé différemment et tout. Donc c'est une vraie petite promenade et bah moi je vous incite vraiment à aller voir ça parce qu'on sait que vous êtes quelques-uns à regretter aussi que les Suicide Squad d'Ostrander n'aient pas enfanté davantage de création ou des fans de Rob Liefeld, ça existe aussi qui nous écoutent, je pense. Ouais. Il y a quand même le Suicide Squad Blaze qui est... Oui, même le Get Joker. Non mais ça c'est des mini-séries, mais je veux dire on a quand même bouffé 20 ans de Suicide Squad pas ouf depuis entre Ostrander et Juan Ferreira, on va dire, pour être très sympa. Mais bref, donc du coup voilà, c'est vraiment dans ces eaux-là que ça se joue et c'est super bien. Parfait. Et comme tu le dis, on en reparlera d'ici le mois prochain, vu que ça sort en mai en librairie chez Delirium, et on vous en parlera dans les Back Issues que l'on fera mais on enregistre le 1er mai, donc oui, ça arrive très bientôt, du coup, dès que, voilà, puisque ce sera ce mois-ci. C'est vrai, là. Et ouais. Ça, c'est la fête du travail, aujourd'hui. Ça passe vite le temps quand même, Corentin, on est déjà au mois de mai. C'est vrai, le temps file et la vie court et c'est fini. 2022, on va déjà bientôt mourir. C'est terrible. Mais on allait bientôt mourir même hier et avant-hier, tu sais. C'est vrai. Chaque guerre journée, en Ukraine. Chaque journée qui nous rapproche. Nouveau quinquennat. Chaque journée qui passe nous rapproche plus de la tombe. Corentin, c'est terrible. Et sur ces belles pensées, bien. Oui, ça filait la belle à nos gens, là. Ouais, c'est ça, clairement. Wouh, c'est trop bien. Vous allez pas mourir, vous inquiétez pas. On va inventer des prothèses robots pour transférer nos cerveaux. Exactement. Ça va bien se passer. Si vous soutenez le Tipeee, on vous promet qu'on s'y met. Allez, Corentin, on passe du côté du mainstream. Là, on va être dans le mainstream avec Panini qui, quand même, nous sort un projet. Moi, parmi les nombreuses annonces qu'il y a eu au cours des derniers jours, parce que Panini faisait de nouveau ces big news là où ils annoncent des albums tous les jours et c'est très juste relou à suivre puisque du coup il y a encore plus d'actualités à rédiger, mais faut reconnaître que la méthode de communication est plutôt efficace et parmi les nombreux projets annoncés, il y en a un qui a retenu mon attention, enfin surtout sur lequel j'ai envie de recommuniquer une fois, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé pas mal en front page et en Back Issues VO, c'est le Demon Days de Peach Momoko, cette relecture de l'univers Marvel par cette talentueuse autrice et dessinatrice japonaise qui nous emmène dans un univers Marvel repensé façon Japon féodal où les personnages, donc héros, héroïnes et vilains, sont vraiment repensés en fait dans cet imaginaire là. Par exemple, Wolverine, c'est un chien. Logan plutôt. Enfin Logan, ouais. Un gros toutou borgne, trop mignon. Gros toutou. Venom, ça devient un Oni, du coup. C'est tous plus ou moins des Oni. Non, Venom, c'est le serpent Orochi, je crois. Oui, pardon, oui, Orochi, ouais. Donc voilà, il y a plein de réinventions de ces personnages-là et on est aux côtés de Mariko Yoshida qui est dans la continuité canon, celle qui a été la femme de Wolverine. Tout à fait. Il fut un temps. Et en fait, elle est prise de visions justement étranges près de là où elle vit et en fait elle va devoir enquêter sur ce qui se passe et son voyage l'amène vraiment à rencontrer absolument toutes les versions possibles des héros et héroïnes Marvel et aussi des vilains, avec en plus un dessin, donc Peach Momoko qui dessine vraiment je crois à l'aquarelle du coup clairement, en tout cas sur la mise en couleur, ça fait très estampe japonaise aussi, c'est de toute beauté. Et ce qui est cool, c'est que Panini refait ce qu'ils ont déjà fait pour d'autres œuvres qui méritent clairement en fait une mise en avant du dessin, comme le Beta Rebuild de Daniel Warren Johnson, comme le Amazing Fantasy qui arrive de Carrie Ann Rose. Donc il y aura une édition en grand format pour profiter de ces planches. Je pense qu'en plus s'ils prennent le même papier que Beta Rebuild, qui est un papier ça faisait un peu papier canson, enfin c'était vraiment avec un grammage assez épais. Je pense que pour le dessin en aquarelle et tout ça, ce sera vraiment vraiment très très bien. Les couvertures, en plus ils prennent la couverture du TPB qui est absolument incroyable. Voilà, ça va être très cool. Ça devrait coûter dans une vingtaine d'euros aussi. Je crois que c'est 22 euros pour l'édition régulière. Bref, ça, par contre, vraiment, ça fait vraiment partie, à mon sens, des projets de Marvel qui méritent vraiment qu'on s'intéresse encore, en fait, à ce que fait la Maison des Idées. En dehors, en parallèle de toutes les croutonnades qu'on peut avoir avec leurs 80 single issues par mois, il y en a qui sortent vraiment du lot, et le fait d'avoir vraiment donné carte blanche à Peach Momoko pour faire cette série, d'ailleurs elle va en faire un deuxième volume par la suite, ça nous rappelle juste en fait que en fait Marvel est aussi capable d'avoir des formes de projets un petit peu en Black Label, ouais. Sauf qu'ils l'utilisent pas comme ça et que de toute façon ils vont plus faire de Black Label, puisque a priori, enfin sous la direction de Disney, j'ai pas l'impression en fait que Marvel ait le droit de faire maintenant des comics pour adultes, en tout cas avec Rated M, donc ça c'est dommage.
dommage, mais il y a quand même voilà des artistes qui ont plus de liberté que d'autres. En même temps, parce que Peach Momoko, c'est une dessinatrice qui a été très rapidement très cotée pour les couvertures variantes qu'elle faisait. Les Américains s'arrachent à ses travaux, donc c'était assez normal enfin, c'était pas forcément normal, mais en tout cas, c'est super chouette de voir qu'une grande maison d'édition lui a accordé ce genre de carte blanche, et maintenant, il y a plus qu'à faire un titre en creator owned chez Image après, et puis ce sera encore mieux. Mais en tout cas, voilà, ça arrive en octobre chez Panini, et c'est plutôt cool. Oui. Est-ce que tu veux que je rajoute un truc parce que t'as déjà tout dit en fait. J'ai presque tout dit, ouais. Non, après, je suis pas surpris du tout que Peach Momoko ait droit à carte blanche, comme tu dis. C'est quand même l'une des plus grosses vendeuses de variantes actuellement, et un petit peu comme tous ces artistes qui justement se font très rares au niveau des intérieurs. C'est chouette d'avoir eu effectivement ce projet. Moi, j'admets, je me suis bien amusé. C'était très joli. Étant fan de manga, un peu Japon féodal aussi, j'ai pu découvrir ces réinterprétations que je trouve très réussies. Effectivement, le chien Logan, c'est la meilleure des idées. Surtout qu'en plus, techniquement, c'est censé être sa femme, donc c'est encore plus rigolo. Du coup, voilà, j'ai pas de blague dégueulasse, c'est bref, excuse-moi. Mais non, vraiment très cool projet, effectivement. Et c'est comme toi, comme tu viens de le dire, j'ai vraiment pensé à cette espèce de vibe Black Label, de liberté créative, où on se permet des projets un peu fous, des projets très esthétiques, des projets qui vont être mis en avant par l'édition, par le format, par le standard de page, de poids, etc. Donc non, ça fait très plaisir. J'ai hâte de voir ce que Momoko pourra faire, parce que là il y a aussi un côté, c'est la BD Marvel par une artiste japonaise qui en plus se projette elle-même avec une héroïne japonaise féminine dans les planches pour découvrir entre guillemets l'univers Marvel. Donc c'est une mise en abîme quelque part. Il faudra voir ce qu'elle donne quand elle est justement dans un contexte plus moderne ou plus américano-centré, on va dire. J'en ai pas forcément envie de ça, en fait. Non, mais pour revoir l'exercice de style, tu vois, pour aller à contre-emploi, entre guillemets. Parce que là, on a eu justement ce fantasme d'avoir les estampes japonaises et le folklore, on va dire, de Marvel réinterprété selon ces codes-là nippons. On pourrait imaginer maintenant ce qu'elle pourrait donner sur une autre école d'imaginaire, etc. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est quand même vachement à la croisée des gens, parce que c'est quand même présenté dans un format de publication comics, c'est quand même des planches de comics, c'est quand même, tu vois, un découpage même des numéros qui est pensé sur le format single issues d'une 20aine de pages et tout ça. Couleurs, donc c'est pas un manga Marvel, en fait, c'est vraiment du comics Marvel, mais réinterprété bien sûr. avec cet imaginaire, ce style. C'est un imaginaire qui fait Japon, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai envie de voir d'où est-ce qu'elle partira de là pour aller vers... pour nous surprendre, en fait, simplement. Ah, bien sûr. Comme Peter Rabbit, quelque part, tu vois, ça ressemble pas forcément à ce que fait systématiquement Ryan Johnson, mais tu vois quand même qu'il reste dans ses petits chaussons et tout. Et c'est à mesure que lui évolue en tant qu'artiste qu'on commence à discerner de nouvelles façons de raconter les histoires et tout, avec des dinosaures et la Justice League, par exemple. Tout à fait. Ça arrive, ça arrive tout bientôt, ça également. Et puisqu'on parlait... Colin Trevorrow, il a dit que le Gigantosaurus du prochain Jurassic World, c'était le Joker, en fait. Oui, c'est stupide. Mais après, le Colin Trevorrow, il est stupide, donc... Ouais, un petit peu, ouais. J'ai hâte que ça se termine, ça aussi. C'est le Joker des dinosaures. C'est le Joker des dinos, parce qu'il est dangereux. Bouffon. Franchement, les déclarations, c'est vraiment les déclarations que tu sors exprès pour être repris par les médias, par les trucs, pour avoir des lignes easy click, là. Franchement, c'est trop naze, quoi. Non, mais tu sais, bientôt, je sais pas, t'as des Godard, comment il s'appelle, celui qui a fait un prophète, là, Jacques Audiard, qui va faire aussi, mon prochain film, c'est un peu le Joker du film français, je sais pas quoi, et là, tu vas faire, vas-y. Il aurait pu dire c'est le Thanos, tu vois. Vu qu'il y a un dinosaure qui a été nommé le Thanosaurus. Oui, c'est vrai, ça c'est plutôt rigolo. Donc les dinosaures, c'est trop bien. Allez, Corentin, vu qu'on parlait de Japon, on va parler de manga un petit peu. Allez, il y a du manga. Quoi? Dans First Print du manga? Dans Saint-Arnaud, pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du manga dans First Print? Je sais pas. Mais c'est incroyable. Pourquoi tu fais la voix de Donald Duck? Je sais pas. Je sais que... Bref, du manga, oui, qu'est-ce que je disais? Je me suis interrompu parce que je pensais à Donald Duck d'un coup. Et je voulais me lancer dans une vraie imitation de Donald Duck. Je me suis dit que les gens n'avaient pas le temps pour ça. Il y a des choses plus importantes dans la vie, comme par exemple la sortie du manga Marvel Zombies Assemble de l'autrice et dessinatrice Yusaku Komiyama, qui était sorti dans le Shonen Jump, je crois. Il y a quelques années, et en fait c'est un manga, c'est deux mini-séries de mangas qui ont vraiment été commandités par Marvel, et en tout cas ils ont laissé le dessinateur, la dessinatrice s'emparer de cet univers en reprenant en fait la version des Avengers du MCU, version vraiment Avengers numéro 1 de Joss Whedon, face à une invasion de zombies, et bien entendu tout le monde ne va pas forcément pouvoir s'en sortir, et c'était paru en 2017 c'est ça, au Japon, et donc Panini Manga en fait commence à proposer de plus en plus des titres qui ont été publiés au Japon sous licence Marvel, notamment le Deadpool Samurai qui arrive là au mois de juin, je crois, et donc il y aura ce Marvel Zombies Assemble qui arrivera en août. Ouais.
Et c'est Non, oui, non, non, t'aimes pas trop. pas de ouf. T'as regardé La promesse, un peu j'ai regardé un peu, c'est pas mon style de dessin. En fait, moi, si tu veux, l'intérêt existait. Hein. Pitch Momoko, Demon Days, l'intérêt de la fusion entre deux imaginaires ou deux cultures de séquentialité ou même de cultures en fait d'art graphique différentes, c'est le métissage. Là, tel quel, ça fait vraiment très manga à licence. Ça fait un peu comme le Justice League qui était sorti chez Kana, là. Tu sais, le Batman and the Justice League. C'est souvent comme ça, en fait. Hein. On est plus dans ce genre de produit, en fait. C'est quand tu regardes justement les Batmanga qu'il y a eu, donc t'as eu celui de Kuwata, t'as eu le Batmanga où c'était vraiment Batman qui va au Japon, qui tombe sur une sorte d'otaku de Batman et tout. Il y avait vraiment un intérêt à de choc culturel que là, vraiment, ça fait, en plus, tu l'as dit toi-même, c'est les Avengers les plus connus, l'équipe la plus standardisée pour une invasion de zombies. Moi, j'admets que j'attends plus que ça, en fait, de l'implantation de Marvel, justement, au Japon pour essayer de séduire un public japonais. Si c'est pour faire du mainstream très bas de plafond, alors qu'au Japon, ils n'ont pas besoin de ça, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une puissance de bande dessinée, et une variété, une diversité, un talent de conteur qui est extraordinaire, un talent graphique aussi qui est extraordinaire. T'es en train de découvrir Berserk, tu vois de quoi je parle. De la même façon que voilà, t'as des trucs comme SNK, vous avez fait des crossovers Spider-Man et Shingeki no Kyojin quand même. C'est un autre niveau quand même Berserk par rapport au manga Marvel, je pense. Mais... Oui, bah voilà, tu vois, justement. Mais pourquoi se l'interdire? Finalement, quand les mecs vont prendre Warren Johnson, ils prennent un mec de talent aux États-Unis. Pourquoi quand ils vont au Japon, je ne dis pas que cet artiste-là n'est pas une artiste talentueuse, mais je veux dire que c'est pas comme ça que tu vas vendre entre guillemets Marvel à des fans de BD vraiment exigeants. Non, mais après là, c'est peut-être pour un côté exotique d'avoir les super-héros Marvel. Après là, pour le côté, c'est vraiment aussi. On parlait souvent du manga et du fait de parfois que il y a ce procès des petits formats souples qui seraient là pour capter un public manga alors que pas du tout. Mais là, par contre, on est vraiment dans le côté on fait découvrir les personnages Marvel, mais avec un support de bouquin, un support graphique qui est hyper accessible et qui est hyper apprécié en France. Non, mais là, je te parle du point de vue du Japon. D'accord. Okay. Parce que moi, je parlais plus quand t'es au Japon, si tu veux, c'est l'équivalent en fait des Marvel Action ou des trucs comme ça. Ou je sais pas si Marvel a déjà fait des BD avec des artistes français sur place pour essayer de séduire le public franco-belge, mais on pourrait imaginer oui, attends, ou tu sais, les BD de Picsou, Donald et Mickey par exemple, tu vois, où c'est pareil, où Walt Disney faisait confiance à des artistes français. Non, mais il y avait eu des BD Marvel faites par des Français. J'ai plus le nom en tête, ça va me revenir et puis des gens nous le diront. Mais dans la séduction du lectorat franco-belge, tu vois, voilà. Donc par rapport à ça, moi je trouve qu'à la limite pour les Japonais, ça peut avoir ce côté un peu exotique d'avoir une production locale. Mais Marvel, ils ont un département aussi au Japon. Ils pourraient très bien se mettre à éditer des mangas comme le font d'autres éditeurs comme la Kodansha ou en allant chercher des artistes, proposer un petit peu une liberté créative, et là... le Deadpool Samurai, c'est un petit peu ça. Les Deadpool Samurai, c'est un peu plus ça. Même le manga avec le chat de Captain Marvel, c'est un peu Marvel plus... Yahoo. Voilà, mais tu vois, ça c'est plus dans des codes localisés, on va dire. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'effectivement, le public local se dise « Ouais, j'aime bien ce truc-là, tu vois ». Alors ramener un manga à licence qui est fait pour plaire aux Japonais en France, où on a une culture du manga qui est très différente, où on a justement dépassé depuis longtemps le côté juste les shonen, juste... Surtout, on a le Marvel Zombies original chez nous. En plus, voilà, et qui est quand même, enfin, je veux pas cracher sur cette, encore une fois, cette jeune dont je connais très peu le travail en plus. C'était quand même Robert Kirkman et Sean Phillips. Michael Lark, Sean Phillips. C'était quand même un autre délire, ça allait beaucoup plus loin, c'est super cruel, c'était vraiment du Walking Dead avec les personnages de Marvel et tout. Là, tel quel, moi, ça fait vraiment produit à licence et tenez, on se partage du pognon en essayant de capter un peu tous les lectorats. On sait qu'en France, il y a un lectorat de manga qui est fort, donc tant qu'à faire, on peut essayer de faire comme ci, comme ça. En définitive, ça fera pas avancer grand chose. Ça sera peut-être vendre des BD à 3-4 personnes qui seront là pour se dire, ouais, j'aime bien, c'est une expérience et tout. Ou aux gamins, mais après, derrière, tu vois, la fameuse réunion des publics comics et mangas, à mon avis, c'est pas comme ça qu'on va l'engendrer, c'est pas comme ça que les personnages de super-héros vont vraiment réussir à s'implanter dans les codes du Japon, quoi. Enfin, à mon avis. Ouais. Et puisque tu parlais de produits de licence, ça nous permet de faire la transition toute trouvée sur l'autre actualité qui m'intéressait parmi les annonces de Panini. Du coup, la retour aux comics avec l'omnibus Aliens The Original Years qui arrive cet automne chez Panini. Donc, ces énormes volumes qui compilent toutes les premières séries Aliens qui étaient publiées par Dark Horse à l'époque. C'est ça. Et Delcourt en France, du coup, de mémoire. Bah, il y a eu Vestron aussi qui en a fait au final, ouais. Hein, donc, mais c'est la grande époque de... C'était Semic d'ailleurs plutôt. C'était Semic je sais plus. Peut-être, parce que c'est vieux en plus, hein, l'exploitation de... Ça fait longtemps que ça n'a pas été réédité. Il y a même certains titres qui n'ont jamais été publiés en France. Hein, donc, là, c'est surtout que ça passe justement parce que Marvel a fait la même chose pour célébrer le fait qu'ils avaient racheté, que la Fox avait été rachetée par Disney, donc Marvel récupère effectivement le produit. Sachant qu'en plus, ils ont été assez carrés, je trouve, du point de vue de ce truc-là, parce qu'effectivement, ils auraient pu se dire, on va gommer l'histoire...
Il y a de la tunosphère, il y a de la tunosphère. Les Star Wars, ils ont mis un certain temps avant de se réintéresser à l'univers partagé d'antan, en se disant, maintenant on va créer notre ligne à nous et tout. Là, quelque part, c'est vrai que c'est un omnibus qui compile de très bonnes histoires en plus. Et le fait que ça passe chez Panini, bon, on sait qu'il y a un public en France de fans d'omnibus Panini, hein, on va pas non plus le cacher. Ah bah là, oui. Il y a un public de fans de Alien. J'ai envie de dire, si vous voulez découvrir les comics Alien, peut-être passer par là. C'est un peu triste pour l'éditeur qui a perdu la licence, du coup je ne sais pas qui c'est. Bah c'est Vestron, je pense. Hein. En tout cas, c'est Vestron qui publiait des comics Alien jusqu'à. Je pense qu'ils vont leur casser les couilles comme ils ont fait avec Urban, parce que. Bah à mon avis, c'est juste qu'à mon avis, là, il aura plus le droit d'éditer de nouveaux volumes. Je pense qu'il peut peut-être encore laisser en circulation encore quelques mois les titres qui sont sortis. D'ailleurs, je vous rappelle, il y a le Dead Orbit avec James Stocco de mémoire, et aussi les volumes de Gabriel Hardman et Corinne Benchenko qui sont trop bien. Donc voilà. Les Aliens, c'est une licence qui a attiré justement beaucoup de grands artistes par le passé, et ça c'est un truc qu'on peut quand même noter. On le répétera à chaque fois, parce que moi je n'oublie pas que toute la saga de Alien chez Dark Horse c'est aussi construite sur le principe de crossover, notamment beaucoup avec DC Comics, parce qu'il y avait ce côté partage et tout. Et chez Panini, donc chez Marvel, il y a très peu de chances que ces histoires seront rééditées un jour. Ouais, alors ça c'est sûr, parce que j'ai regardé en VO, ils ont annoncé le 4e omnibus Aliens The Original Years, qui justement reprend les toutes dernières séries qui avaient été publiées, donc notamment le Dead Orbit que je mentionnais juste avant. Donc c'est pour ça que je me dis que Vestron ne pourra plus le rééditer très prochainement si ils éditent vraiment les 4 omnibus comme le fait Marvel aux États-Unis. Et en tout cas, dans le contenu des 4 omnibus, il y a aucune trace des crossovers avec DC. Ben voilà. Donc ça, par contre, ce sera. Le débat est tranché. Voilà. En tout cas, voilà, ça arrivera cet automne, et je pense que ça méritera quand même qu'on s'y intéresse. Mais en attendant, si vous voulez lire des comics aliens, on vous rappelle que c'est chez Vestron que ça se trouve, avec certains titres vraiment de très bonne qualité. Autre nouvelle du côté du Urban Link, c'est un nouveau titre qui arrive, c'est le Mr. Miracle The Great Escape, qui est programmé pour la rentrée prochaine. De quoi ça parle? Parce qu'en fait, ça parle de Scott Free, mais c'est un Scott Free qui est le studio de Ridley Scott, incroyable. Non. The Martian, très bon film, j'adore. On l'a revu hier, c'était incroyable. Non, c'est pas ça. Donc oui, pardon, tu disais? Non, mais justement une version repensée pour un lectorat, donc all ages, young adult, ce que tu veux, mais qui reprend l'apparence en fait de Norman Shiloh. D'ailleurs, c'est ça, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Big up au premier commentaire sous l'annonce du post Urban sur Facebook qui disait maintenant il est black, Mr. Miracle, c'est le même et tout. Alors exactement, c'est pas tout à fait le même, mais c'est un peu le même quand même, dans le sens où les formats Urban Link, comme beaucoup de formats romans graphiques jeunesse, on n'arrête pas d'en parler, vous le savez maintenant, participent à la mise en avant d'une diversité qui n'était pas là à l'époque des grands fondements, on va dire, de la culture super-héros, qui étaient quand même apparus dans une époque où il n'y avait pas les mêmes débats, où il n'y avait pas la même place, en fait, parce que les racistes étaient plus forts et puis le monde était plus blanc, on va dire. Enfin, en tout cas, les consciences américaines étaient plus blanches. Donc effectivement, il y a très peu de personnages de couleur dans les New Gods, et c'est un problème dans le sens où il n'y a pas de raison que les dieux soient juste blancs, avec le Black Racer, qui est un peu le seul, et en plus il représente la mort, donc c'est un peu triste. Donc là, effectivement, ils ont réinventé le personnage de Mr. Miracle en faisant un jeune homme noir. Ça ne change absolument rien à ce qu'il est et à ce en quoi il croit et à ce qu'il représente. Mais il y a aussi ce côté, comme encore une fois l'autre versant des réinventions jeunesse, c'est que c'est un héros qui est beaucoup plus jeune et qui va se déplacer dans un contexte adolescent où on va dire qu'Apocalypse, qui est toujours une prison de l'espace, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est quand même davantage un truc beaucoup plus bon enfant, beaucoup moins c'est dirigé par Satan, beaucoup moins le combat séculaire des forces du bien et du mal avec les références bibliques qui met beaucoup de Jack Kirby. Là, on est vraiment sur un jeune homme qui est coincé dans une situation qui ne lui plaît pas et qui espère se barrer. Voilà, comme dans Aquaman, on en parlait, le Aquaman, format roman graphique jeunesse qui va être... You Brought Me the Ocean. Voilà, où c'est vraiment pareil, un jeune homme qui veut juste se barrer de sa petite ville. Là, c'est un peu pareil, mais avec Scott Free. Mais le problème, c'est qu'il est amoureux de Big Barda. Et donc, romance adolescente, mon pote. Et c'est vachement cool parce que moi, j'avoue que j'esquive un petit peu parce que je trouve ça souvent pareil, assez répétitif. Il y a vraiment une école de romans graphiques jeunesse, en fait, qui est extrêmement statique, extrêmement rigide, où justement, on prend des personnages qui existaient déjà, on met un peu de diversité dedans, et ça, très bien, tant mieux, c'est super cool. Mais par contre, au niveau des récits, c'est toujours un ado un peu paumé, un ado qui se cherche, les métaphores des super pouvoirs comme transformation de l'identité ou bien de... Mais oui, mais c'est des récits que tu aurais aimé lire quand tu étais adolescent, Corentin. Mais quand j'étais adolescent, moi je disais Dragon Ball Z, mon pote. Il y a pas d'allégorie du... Si, il y a Son Gohan. Mais c'est tout, tu vois. Moi j'aime bien la violence, c'est tout, tu vois. On peut faire des trucs... Genre, il y a quand même plein de teen movies assez violents, ou même des comédies adolescentes et tout, tu vois. Non, mais c'est quand même une autre façon. Ça apporte comme quelque chose qui n'existait pas, quand même, ou qui existait peu.
Alors nous on en parle forcément puisque ça rentre dans notre ligne édito et qu'on a aussi envie juste de mettre en avant parce qu'à terme, eh bien, celles et ceux qui nous écoutent ont parfois des enfants, ont des futurs adolescents. Donc c'est bien aussi juste de savoir que ça existe. Leur plonger en enfance aussi. Oui, par exemple, oui. À mesure que la mort approche et que on se chaque jour, chaque seconde, tu sais, mais un peu plus. Dans cette nostalgie. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, par rapport à cette espèce de côté statique, je trouve que celui-là fait bien le boulot. Parce qu'il y a une bonne digestion, justement, de ce que sont, ou de ce que peuvent être les New Gods, mais dans une version qui est tellement, finalement accessible, parce que c'est quand même un gros projet, les New Gods, tu vois, c'est très compliqué à lire, en plus ça avait pas été fini à l'époque, il a dû revenir pour le finir, DC a jamais vraiment trop su comment s'en servir, ils ont compris qu'il y avait Darkseid qui était bien, mais Mister Miracle, après il va sur Terre avec Barda, il vit dans une petite ferme, enfin c'est très anarchique comme projet, parce que l'esprit de Kirby était aussi très anarchiste, c'était pas un scénariste né, c'était un géant des idées, mais il y avait un problème de construction dans cette histoire, alors que là, ça a bien digéré le côté un peu mainstream et blockbuster, mais pas blockbuster, le côté mainstream est un peu film indé, on va dire, des New Gods, avec un super beau dessin. Je cherche l'artiste, qui est un spécialiste de l'afrofuturisme en fait, qui du coup donne un côté très numérique et très rond et très doux à cet univers qui justement normalement est beaucoup plus carré, beaucoup plus anguleux, avec les designs de Kirby très particuliers. Donc moi je pense que effectivement, si vous êtes passé à côté des New Gods ou si vous n'avez pas aimé le Quatrième Monde, peut-être que ça peut être l'occasion d'avoir une version plus calme et aussi plus simple dans ce qu'elle essaie de raconter. Et ça prend pas les lecteurs pour des cons en l'occurrence. C'est Daniel Isles. Voilà, qui s'occupe de. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans Mr. Freeze et Nora où c'est vraiment nos étoiles contraires, mais avec Mr. Freeze où là il y a vraiment une application de logique copier-coller de scénario. Là, c'est vraiment une histoire qui juste essaie de faire du New Gods pour ados. Et tel quel, je trouve ça vachement sympathique. Et effectivement, le dessin m'a beaucoup plu. Donc, je vais vous conseiller pour changer un roman graphique jeunesse. Très bien. Donc, ça arrivera à la rentrée 2022. Ce sera toujours au prix de 14,90, quelque chose comme ça, vu que les tarifs de Urban Link n'augmentent pas au 1er juillet, contrairement à d'autres bouquins de la gamme Urban Comics, puisque vous le savez, la crise des matières premières et tout ça n'est pas résolue. Et on espère que il y aura pas de nouvelle augmentation au 1er janvier 2023. Mais voilà, faut savoir qu'il y a certains bouquins qui vont encore augmenter de prix pendant l'été. Donc, s'il y a des ouvrages qui vous font de l'œil en ce moment, peut-être qu'il faut mieux les acheter maintenant avant de prendre les 1 euro supplémentaire. Ensuite, on va passer du côté de la VO, Corentin, et je reste avec toi pour nous parler juste un petit peu de la confirmation d'un spin-off du Strangers in Paradise de Terry Moore qui s'appelle Parker Girls. Qui a été Terry Moore, t'as dit ? Terry Moore. Ah, ok. Je compris Terry Moore. Non, pardon, j'ai peut-être mal articulé. Donc de Terry Moore, donc immense auteur artiste indépendant, donc qui a fait Strangers in Paradise, Rachel Rising, Motor Girl, des choses, souvent des personnages féminins et des histoires de grande qualité. Voilà, et donc spin-off, donc Parker Girls qui arrive cet été, une maxi-série de 10 numéros. Ouais, alors c'est pas la seule suite qu'il avait faite à Strangers in Paradise, donc qui est considéré comme son chef-d'œuvre définitif, qui est l'histoire d'un triangle amoureux entre deux femmes et un garçon. Le garçon en question avait une sœur qui s'appelait quelque chose d'ailleurs, j'ai oublié toute leur, parce que il y a vraiment un truc pareil très soap opéra où chacun a son prénom, c'est un peu Friends mais avec des trucs beaucoup plus sombres, beaucoup plus de cul aussi, c'est très dramatique. Et donc la sœur d'un des protagonistes qui dirigeait une organisation de super espionnes en fait, les Parker Girls, elle récupérait des jeunes femmes un peu paumées, elle les transformait un peu en, on va dire, en escort girl de haut vol et qu'elle envoyait auprès de milliardaires, de politiciens, d'agents de renseignement, etc. C'est toute la partie un peu espionnage de la BD, qui est toujours aussi bien faite, parce que j'ai généralement fait avec sérieux, les histoires de Thierry Moore. Là, t'as dit Thierry. Ouais. Et effectivement, à la fin, moi je vais pas vous spoiler la fin de Strangers in Paradise, mais non, à la fin, il y a un devenir par rapport à cette organisation qui est évoqué. Et ce sera a priori la suite, où on va retrouver ce corps d'espionne, parce que Terry Moore, justement, se posait la question de quelle suite je pourrais faire à Strangers, c'est un univers qui lui plaît, qu'il a envie de retrouver. C'est très compliqué de devoir aller vite en parlant de ça, parce qu'il y a des tonnes de papiers à écrire sur Strangers in Paradise. C'est vraiment considéré comme un des chefs-d'œuvre de l'underground, là encore, comme une des BD qui a fait progresser beaucoup de choses, notamment par rapport à la représentation LGBT en comics. Ça lui a valu des prix. C'est un peu, on va dire, dans la suite spirituelle de Love and Rockets, on va dire, quelque part, avec ce côté très slice of life, très drama, très cul aussi, très contre-culture. Et puis un côté Dark Souls aussi, quoi. Il y a un côté Dark Souls, il y a un côté Elden Ring. Elden Ring, mais parce que tu sais pourquoi? Parce que c'est en noir et blanc. Ouais. Et voilà, et le noir, c'est Dark Souls. Voilà. From Software. Mais donc voilà, c'est super intéressant, il faudra voir comment ça rend. Moi, je suis assez content de voir Terry.
ne pas renoncer à densifier non, puis là, il avait déjà fait revenir ses personnages, même avec le crossover de tous ces univers 5 Years Later là. Donc, oui, parce qu'il avait aussi fait le 25 qui était là pour célébrer les 25 ans de Strangers. Tout à fait. C'était vraiment la suite 25 ans après. Donc non, c'est super chouette. Moi je suis content de voir Thierry. Et ça arrive cet été donc en VO dans la maison d'édition de Thierry Moreau. C'est Abstract Publishing, je crois, je sais plus, c'est un truc comme ça, Abstract Studios, je crois, qui monte. C'est plus Studios, ouais. Qu'il a fait lui-même et par laquelle il édite toutes ses bandes dessinées, et à terme ça devrait arriver en VF chez Delcourt, puisque c'est Thierry cette fois, vraiment Thierry Mornay qui a ramené Thierry Mornay. Non mais c'est pour ça Thierry Mornay, est-ce que ce serait pas on les a jamais vus ensemble tous les deux? Ah putain, ils se ressemblent physiquement en plus. Pas du tout. Non, pas du tout. Et en fait, on les a complètement déjà vus ensemble tous les deux, donc non, ce ne sont pas la même personne. Du côté de la VO et de l'indé aussi, un titre sur lequel je voulais faire juste une petite chronique, c'est un bouquin qui s'appelle Rogues Gallery, qui arrive cet été aussi chez Image Comics. Ça fait partie un peu de ces titres qui sont écrits par des stars, des acteurs, des actrices, sauf que là c'est écrit par Anna Rosemay, qui est pas forcément une actrice ultra connue. Elle a fait quelques petits rôles dans des séries, dans des films, mais par contre en fait c'est quelqu'un qui aime la pop culture, qui aime la bande dessinée et qui voulait depuis pas mal de temps écrire des bouquins. Et figure-toi qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Declan Shalvey. Et ben en fait ils se sont rencontrés, ils se sont parlé, et puis Declan il lui a dit écoute, je vais t'aider à monter ton projet et tout, je vais t'aider à écrire ton histoire correctement, je vais te trouver un artiste aussi, et puis on va faire une petite bande dessinée chez Image Comics. En tout cas on va la proposer chez Image, et Image l'a accepté, parce que de toute façon je crois qu'ils sont irlandais tous les deux, donc c'est peut-être pour la ça, famille. c'est peut-être pour ça, mais le fait est que quand Declan Shalvey apporte quelque chose chez Image, en général je pense que Eric Stephenson et tout ça ils sont plutôt enclins à se dire ok c'est carré, on va le publier. Donc de quoi ça parle de Maisie Wade, qui est une actrice de télévision qui incarne une super-héroïne, donc pense un petit peu CW quoi. Elle est l'héroïne de sa propre série de super-héros, et sauf que un jour elle va commencer à se faire agresser pendant une nuit par tout un tas de gens qui en fait sont costumés avec les costumes des super-vilains que son héroïne affronte. Donc croisement de la fiction et de la réalité. Pour moi ça me fait un peu penser tout à fait, ça me fait un peu penser à Perfect Blue aussi, tu vois, un peu dans ce rapport du fan harceleur presque, enfin même ultra violent, mon pote. Complètement. Voilà. Ou Scream aussi, tout à fait. Donc voilà, c'est un peu le croisement de Perfect Blue et de Scream en bande dessinée. Mais sur la CW. Ça part, mais avec un univers de super-héros de CW, et c'est dessiné par Justin Mason, qui est un dessinateur qui débute sa carrière, qu'on a vu sur le Spider-Punk récemment. Donc voilà, donc ce titre d'horreur. Bon dessinateur au demeurant. Petite mini-série d'horreur, voilà, un peu méta. Peut-être faite pour valider un projet de série télé ou de film derrière. Ça marche très bien, je pense, en film ou en série, effectivement, comme pitch. Ouais, je suis curieux. J'aime bien Justin Mason, du coup. Enfin, je suis contre l'existence de la série Spider-Punk, mais il dessine bien. Declan Shalvey qui devient une sorte de patron des comics irlandais, ça me fait un peu rigoler aussi. Et puis je ne connais pas du coup cette actrice rousse. Du coup je découvre un petit peu. Pour moi on est moins dans un projet de star là quand même que. Oui, c'est pas Wesley Snipes. Voilà, on va encore que contrairement à Wesley Snipes, elle va vraiment écrire la BD. Ouais, tu vois, donc c'est peut-être un peu mieux. Donc je serais assez curieux, effectivement. Le synopsis est intéressant. Ça fait penser à plein de trucs, hein, justement, qu'on a déjà vu un peu ailleurs. Quelque part, ça peut donner un bon petit film d'horreur Netflix d'ici 2-3 ans, et puis une bonne BD bien dessinée avec. Bon, on sait pas. Il y a bien eu des reconversions. Il y a Cantwell. Cantwell au départ, il est scénariste de télé. Maintenant, il est quand même plus scénariste de comics que scénariste de télé, et ça a très bien marché. Donc moi, je suis jamais contre en fait les gens un petit peu d'autres professions qui viennent, et notamment de Hollywood, qui veulent investir le format comics. Ça ramène de l'attention et des sous, donc pourquoi pas. Ouais, tout à fait. Et également chez Image Comics, c'est le retour d'un duo qu'on apprécie particulièrement. C'est celui de Sean Lewis et Hayden Sherman, donc le duo qui a fait Thumbs et The Few, qui revient chez Image pour un western qui s'appelle Above Snakes, et dont le pitch est plutôt rigolo, puisqu'en fait on s'intéresse à un cowboy qui a un vautour avec qui il parle. C'est un peu comme nous, quoi. Alors, qui fait le vautour? C'est moi le vautour, parce que je suis toujours comme ça, et je suis de mauvaise humeur, et je dis que des trucs négatifs. C'est vrai que t'as souvent tendance à manger des cadavres. Tu vois, en plus, hein. Ce qui est assez dégoûtant. Je vais enlever ton chat, d'ailleurs, après. En volant, comme ça. Mais voilà, ça, je sais pas, moi, je suis plutôt content de les voir revenir ensemble. Ouais. Le pitch est bizarre, les premières planches qui sont montrées, moi, sont plutôt jolies. C'est plus son style, comment s'appelle la série qu'il a fait avec Buccellato, où c'est un mec qui est en costume de poulet, qui flingue des mecs, Tu te souviens pas? Si. Je crois même que tu l'as leaké dans l'article, en plus.
Eden Sherman, donc c'est un artiste qui a plusieurs palettes de styles, on va dire. On pourrait même être très généreux en disant qu'il a pas vraiment de style à lui, enfin qu'il a pas un style défini. Il avait notamment d'ailleurs repris un artiste qui sait se réinventer. Exactement, il avait pris le style de Frank Miller pour faire une planche de Spider-Man. Oui, elle était incroyable. Oui. De la scène de Sam Raimi et tout, c'était invraisemblable. Et là, il est plus dans cette espèce d'école de dessin. Vas-y. Chicken Devil, ça s'appelait. Ouais. Voilà, on va dire post-western, un peu sous puff, avec des couleurs n'importe quoi, etc. Donc moi, c'est plus ce Eden Sherman là que j'aime bien. Sean Lewis, c'est toujours un peu 50-50 pour moi, mais là, effectivement, le concept a l'air assez absurde et déconnecté de la réalité pour me plaire. Parce que voilà, typiquement Thumbs, moi c'était le dessin qui m'avait laissé à la porte, alors que The Few beaucoup plus, enfin j'ai bien plus préféré, ça se dit pas, j'ai préféré beaucoup plus, ouais ça y est. Donc chaud carrément, et puis iComics bientôt l'année prochaine, on sait pas. Bref. Non, ça c'est vite dit, mais pourquoi pas? Oui, je sais pas, j'en sais rien. Pourquoi pas? En tout cas, pas d'infos. Ce serait logique, mais en attendant, Thumbs n'a pas trouvé un repreneur, donc déjà faudrait commencer par ça. Ouais. Avant de s'intéresser à Above Snakes, donc qui arrivera cet été chez Image Comics, et bien entendu, on essaiera de vous en reparler à ce moment-là dans les Back Issues. On est back issues. On continue du côté de l'indé, parce qu'il y aura beaucoup d'indés en fait dans cette partie comics, avec Peter Milligan qui est chez Highway Studios, avec l'artiste qui a planté sa tente dans les locaux, littéralement. C'est Mike. J'ai eu peur il a planté sa tente, j'imaginais qu'il fait un coup de couteau à sa tati. Non, mais non. Deodato. Mais non, Mike Deodato Jr. qui a donc élu domicile chez Aiwa, qui vit là-bas, qui dort là-bas, qui mange là-bas, qui respire Aiwa. Complètement. Tu connais Aiwa, c'est vachement bien. C'est un peu devenu de leur Mike Mignola eux en fait. Seulement le truc c'est que ce qui est bien c'est qu'il fait vu qu'il fait que des séries en 4 numéros maximum ou 5 ou 6 parfois vraiment quand il est chaud, mais en fait ça lui permet de faire plein de projets différents. Ah oui. Et techniquement, et vu que Aiwa ils sont clairement aussi en train de faire beaucoup de mini-séries, de pitch aussi pour clairement avoir des vues dans des adaptations, en fait ça lui permet techniquement de multiplier le potentiel de royalties au final. Je sais pas par contre, est-ce qu'il est pas salarié en fait? Actionnaire, ouais. Peut-être, probablement. Je sais pas, il doit y avoir des billes comme ça. En tout cas, il a dû avoir un contrat, effectivement, peut-être d'exclusivité ou quelque chose comme ça. En tout cas, ou alors, jusqu'ici, il plaît super bien, que les pitchs qu'on lui propose à chaque fois, ça lui fait délirer. En même temps, j'allais dire, ça lui permet de collaborer avec du Straczynski, avec du Peter Milligan et avec du Mark Russell, j'ai envie de dire. Avec du Christophe Faust. Ouais, et on va pas s'en plaindre. Et donc, de quoi ça parle, ce nouveau titre qui s'appelle Absolution, qui n'a absolument rien à voir avec l'album de Muse du même nom. Non, mais absolument rien en plus. Surtout qu'il s'appelle pas Absolution parce que c'est une chanson qui s'appelle Absolution, c'est pas l'album. N'importe quoi. Complètement. Du coup, je pense à un autre, il n'y a pas un Resident Evil Absolution, un truc comme ça. Bref. Non. Donc ouais, ça parle, c'est encore une fois un projet qui est très ciné compatible ou série B compatible. D'ailleurs, la première affiche, enfin, justement, dans la première couverture, ressemble beaucoup à une affiche de films des années 80. Avec Gérard Depardieu dessus. Avec Gérard Depardieu dessus et Jean Reno et Christian Clavier. Et donc, c'est... Pourquoi tu dis Gérard Depardieu dessus? Regarde la couverture, il y a Gérard Depardieu dessus. Vas-y, montre-moi. Parce que par contre, pour le coup, c'est pas une connerie. Mike Deodato met souvent des vraies vedettes, alors hollywoodiennes ou pas, sur ses couvertures. On se souvient quand il avait fait la couverture de l'espèce de série Fantastic Four de l'univers Aiwa, où il y avait clairement Zendaya dessus. Et quand il avait fait The Resistance, il y avait clairement Harvey Keitel et Ed Harris dedans. Donc peut-être qu'effectivement, c'est complètement Depardieu. Ah ouais, avec le pif et tout, il y a moyen, ouais. Mec. Ah putain, t'as raison. Mais justement, c'est peut-être pas accidentel, puisque non. Le projet, en fait, ça s'apparente beaucoup au Prix du danger. Un film des années 60-70, je crois, qui avait été récupéré et adapté pour faire Running Man, c'est avec Schwarzenegger, puisque le concept, c'est cette fameuse chimère de la critique des médias, où une émission de télé, en l'occurrence une émission Twitch, va suivre une tueuse à gages qui s'est fait arrêter. Et pour monnayer sa libération, elle va devoir assassiner des enfoirés pour prouver qu'elle est en rédemption, simplement. Donc elle cherche l'absolution, d'où le titre. Donc voilà, c'est Mad World, c'est le Prix du danger, c'est Ultimate Game, c'est tous ces machins-là où en fait on va faire une critique des médias dominants et du voyeurisme en poussant le curseur de la violence au maximum. Mike Deodato, bon, effectivement, il peut collaborer avec plein de gens, c'est très bien pour lui. Moi, j'admets que son style m'embête un peu, ses couleurs m'embêtent un peu, son notation des découpages avec ces espèces de quadrillages morcelés, ça m'embête un peu aussi. Et Peter Milligan, c'est compliqué de s'emballer parce qu'il est tellement productif. Il a au moins 3 projets par an depuis 5 ans, là, alors que ce soit des one-shots chez Aftershock. Il était beaucoup chez Aftershock, lui, récemment. Il a fait un passage chez Volt aussi, il a fait du Aoi 2 fois. Donc il est vraiment ultra occupé. Là, ça sent un petit peu le côté... On va tâtonner, voir si ça intéresse un producteur éventuel, parce que c'est un truc qui est très facile à vendre, hein, je pense. Violence, plus Twitch, plus stream, machin. Oui.
Donc voilà, et puis effectivement, le fait que Mike Deodato Jr. ait un style qui soit très réaliste. C'est Hunger Games sur Twitch. Voilà, hop, c'est bon, c'est vendu. Allez. Ouais, mais en plus, il y a un peu de ça aussi, ouais. Enfin, sans le côté un petit peu critique sociale et young adult, quoi, on va dire. Mais du coup, ouais, après, c'est comme d'hab, hein, Peter Milligan, c'est tu jettes une pièce en l'air et 50-50, c'est bien, c'est pas bien. Donc, parce que récemment, il y a quand même du bon et du moins bon. Donc, faut voir. Effectivement, c'est bien de voir que EWA continue à produire, et c'est cool pour Gérard Depardieu. C'est maintenant héros de comics. Je m'attendais pas à cette chute sur ton passage, Corentin, mais on va maintenant passer du côté, on va faire juste une courte brève sur Marvel pour dire, et c'était quand même quelque chose que tu attendais depuis pas mal de temps, c'est la sortie cet été de la série Predator de Ed Brisson. Oh oui, je l'attendais, oui. Ah, t'étais comme un gosse, hein. Predator, il revient, je suis trop cool. Non, en fait, je m'en fous un peu. Ed Brisson, Kev Walker sur du Predator. Ouais, avec un synopsis extraordinairement recherché où une nana dont la famille a été massacrée par le Predator se lance dans une course à travers l'espace pour trouver le Predator. Le chasseur devient le chassé. Oh putain, je suis trop fort. Donc oui, non, c'est pas exactement là moi où je. Mais de toute façon, c'est un pitch renversant. J'ai envie de dire, vu ce que Marvel a fait avec la série Alien de Philip Kennedy Johnson et Salvador Larroca. Alors apparemment, il faut plus en dire du mal parce qu'il y a des fans de Salvador Larroca qui bondissent dès qu'on en dit du mal. Donc moi, je vais pas en dire du mal. Je vais dire que c'est de la merde. Et puis c'est pas beau. Et puis c'est franchement pas inspiré quand t'as lu justement du Alien chez Dark Horse. Il y a vraiment aucune originalité. Donc voir ce qu'ils vont faire sur Predator. Ça reste Marvel. Hein. C'est pas des gens qui sont fans de têtes découpées. Je sais pas, hein, très honnêtement, moi, ce que je peux en attendre. Je suis toujours assez mécontent de voir que les scénaristes de Predator ont cédé bassement au chèque de Marvel, enfin de Disney. Eh mec, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent en même temps, je comprends. L'argent quand même. Ah oui, c'est pas bête ça. L'argent, les flics, le flou, le pognon, les pépettes. C'est quoi déjà la monnaie avant l'euro en Italie? La lire. La lire, c'est ça, putain, ouais, exactement, la lire. On voit que t'es un vrai Italien, ça, tu connais ce genre de choses. Donc ouais, non, bah c'est bien pour eux, pour les scénaristes, les frères Jim et John Thomas, qui vont sûrement toucher un intéressement à partir de maintenant, parce qu'ils ont dû négocier un contrat assez énervé. Je parle très vite, mais par contre, oui, enfin, si on est fan de Predator, Kev Walker, c'est un bon artiste quand même. Oui, ça fait plaisir. Ed Brisson, c'est toujours mieux que Salvador Larroca en tout cas. Oui, bah oui, de toute façon, il y a pas grand monde. Ed Brisson, c'est pareil, ça souffle le chaud et le froid, il est capable de très bonnes choses et de choses beaucoup plus passables, donc voilà, ne souffle pas le chaud et le froid, Corentin, s'il te plaît. Mais tu vois, pour moi, c'est pareil, c'est du 50-50. C'est un exécutant. C'est comme Rosenberg, c'est comme en Inde, il fait des trucs comme Tiny Howard, comme la nana Léa Williams, tu vois, c'est ces gens en fait qui sont des salariés réguliers de chez Marvel, qui peuvent parfois faire de très bonnes choses, même comme Jerry Duggan quelque part, qui s'est un peu mis dans cette espèce de case de maintenant je vais faire beaucoup de Marvel, il y aura une partie qui sera vraiment très bien, une partie vous lirez parce que vous êtes fan des personnages, pas beaucoup plus. Là je pense que ça va être ça, c'est les fans Predator, ils attendent depuis un moment qu'il y ait de nouveaux comics qui arrivent, sachant que c'est pas un personnage qui a été aussi bien traité que Alien, même chez Dark Horse, il y a beaucoup plus de trucs très dispensables. Alors que c'est dommage parce que la promesse de Predator, c'est quand même la promesse du mélange des genres. Si tu regardes le premier Predator de McTiernan, c'était Commando ou Rambo mélangé avec science-fiction horreur. Le deuxième avec le mec de l'arme fatale, Roger Murtaugh, qui s'appelle dans la vraie vie, j'ai oublié. C'est vraiment un film de flic des années 90, un peu polar, un peu sombre, avec le Predator. Et il y a beaucoup, en fait, Dark Horse fait beaucoup d'expériences comme ça avec des westerns Predator, des films de guerre Vietnam Predator et tout, des films médiévaux Predator. Là, le fait d'aller directement avec un truc très conventionnel, on sent qu'ils prennent la température. Ils ont pas envie de refaire un Conan où il y aura pas 40 séries Predator chaque mois. Maintenant, il faut attendre le crossover Alien versus Predator versus l'univers Marvel qui finira par arriver mécaniquement, c'est obligatoire. Mais oui, c'était attendu, on va dire, et quelque part, voilà, s'il y a des fans d'un certain âge qui ont besoin de cette dose de comics à licence très régulière, tant mieux pour eux. Ouais, t'as pas l'air très enjoué. Hein. Pas trop. Mais la concentration du capital, en général. Le fait que Marvel possède tout, maintenant, ça me fait chier un peu. Mais ils possèdent pas tout non plus. Ouais, c'est vrai qu'il leur manque Paramount encore. Prochaine étape, allez Bob. Il leur manque Warner aussi. Ouais. Et une fois, putain, imagine, quelle horreur. Une fois qu'ils ont, tu sais, il y a eu ces rumeurs en plus à la con. Bah oui, tu te rappelles de Warner qui voulait revendre DC à Marvel. T'avais des gens qui attendaient ça, hein, qui disaient à l'époque de Snyder et tout, genre, ouais, franchement, Marvel, ils savent faire des films de super-héros, rendez-leur la licence et tout. Au secours. Imagine Joker chez Marvel.
Imagine The Batman chez Marvel. Jaja. Jamais. Ça n'arriverait pas. Imagine les héros gays chez Marvel. Oh là là. Allez, Corentin, on continue. On va terminer cette partie comics avec la grosse annonce. C'était la grosse annonce de la fin du mois d'avril. Le retour inattendu peut-être de Frank Miller aux affaires. Je crois qu'on en avait déjà un petit peu parlé dans le dernier front page, parce qu'on savait que par rapport à Dan Didio. Avec Dan Didio. Oui, d'ailleurs, Dan Didio qui était venu dans le podcast et tout ça, c'était oui, c'est vrai, putain. Mais il va pas venir aujourd'hui. Non. Il va rester chez lui. C'est ça ce que je le sens venir là. Je vois pas. Parce qu'en fait, c'est un peu comme c'est un peu comme la Dame Blanche. Si tu dis Dan Didio 3 fois devant ta glace en tournant sur toi-même, il apparaît et il essaie de te vendre des comics. Non, Arnaud, retiens-toi. Il essaie de te vendre des comics Metalman et tout. Il fait, regarde, c'est vachement bien. Alors donc. Regarde Sideways. donc Frank Miller qui lance sa propre maison d'édition avec Dan Didio qui s'appelle Frank Miller Presents et avec donc des nouveaux volumes de Sin City et Ronin annoncés, mais aussi d'autres projets qui vont être faits par d'autres équipes créatives. Ouais, et le plus important, c'est que la boîte sera financée en partie par des NFT. Alors ça c'est pas le plus important, c'est le plus embêtant en fait, le plus emmerdant. Pardon, j'ai confondu dans le scénario. Je suis désolé. Si on prend la bonne nouvelle, c'est que Frank Miller va recommencer à travailler. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour les fans de Frank Miller. Il y a beaucoup de gens qui déjà s'en foutent, d'autres qui considèrent que c'est pas une bonne nouvelle du tout. Donc effectivement, il revient. Alors a priori, Sin City ce sera lui, parce que je vois mal un autre artiste faire du Sin City à part lui. Ça va être compliqué de refaire du Sin City. Surtout que c'est comme il y a une technique de trait qui permet de gommer un peu le minimalisme de son coup de crayon. Il peut tricher avec le niveau qu'il a perdu entre avec guillemets. Beaucoup d'aplats noirs. Voilà, c'est beaucoup d'aplats et de textures blanches quoi. Mais ça à la limite pourquoi pas, tu vois, moi Sin City, faut quand même se rappeler que c'était une révolution à l'époque où c'est sorti. C'est toujours trop bien. Ronin 2, là, je suis quand même plus circonspect parce que Ronin, donc il y a une mini-série qui est beaucoup moins connue dans la bibliothèque de Frank Miller et souvent considérée comme l'un de ses meilleurs travaux, la fameuse BD qui a inspiré Samurai Jack. Sur un samouraï, un des 47 Ronin en fait, qui va tuer le démon qui a tué son samouraï, enfin son chef de clan, et qui se retrouve ressuscité dans le futur, dans le corps d'un petit médium, un peu handicapé, et qui va retrouver ses habits féodaux pour découper le démon qui a pris possession du futur en vérité. Donc ça, c'est effectivement assez difficile d'imaginer que Frank Miller ne le dessinera pas, sauf que s'il le dessine, il aura pas forcément le coup de crayon qu'il avait à l'époque, parce que c'est 83, à l'époque c'était encore le Frank Miller triomphant, débutant et tout. L'autre série, donc c'est Ancient Enemies, qui est donc scénarisé par Dan Didio et illustré par merde, et voilà. C'est pas grave, tu as un trou de mémoire. Non mais beaucoup aujourd'hui quand même, je suis très fatigué. Je vais te le retrouver. Donc voilà, c'est par cet artiste qui fait des trucs bien. Et d'après Danilo Bayrous. Exactement, ah oui, Danilo Bayrous, c'est ça. Danilo Bayrous qui a fait un truc de vampire il y a pas longtemps, c'était sorti chez Ankama, je crois. Il a fait du Web of Venom aussi, il a fait du Strange un peu, il a fait beaucoup de trucs chez Marvel, hein, c'est pas un débutant du tout. Donc il y a deux problèmes là-dedans, si tu veux, c'est que d'une part, on va dire que Frank Miller, effectivement, se donne pour mission de mentorer une nouvelle génération d'artistes, d'être un peu une sorte de grand tuteur pour des héritiers potentiels. Bon, Danilo Bayrous, c'est pas un débutant, Dan Didio non plus, il y a pas du tout ce côté prise de risque, hein, on va dire. Les projets qui commencent à abonder, on a dit 4 par an. Donc 4 par an, c'est pas grand-chose, donc c'est pas non plus... il va pas envahir le marché ou prendre un risque exceptionnel. Et le vrai problème, c'est qu'effectivement, Frank Miller, qui est riche, on se rappelle, 840 000 euros pour son premier NFT, enfin dollars, pardon. Il a l'argent de Netflix pour Curse, il a les royalties de studio pour Sin City 300 et les royalties de sa bibliographie qui se vend encore beaucoup à l'heure actuelle. L'argent de DC quand il veut revenir faire un Dark Knight éventuellement. Et il fait financer sa boîte à hauteur de $1 million par une boîte de NFT. Et pas n'importe laquelle, par Spice DAO. Spice DAO, qui sont les mecs qui ont racheté un manuscrit de Dune, l'un des quelques-uns qui existent sur Terre encore, et qui ont décidé de le brûler pour que leur NFT, parce qu'ils ont scanné les planches en fait du manuscrit de Dune de Jodorowsky et Moebius et H.R. Giger, etc., pour ensuite les vendre en NFT ou même en fraction de NFT, et ils ont brûlé leur exemplaire original pour dire regardez, comme ça notre NFT a encore plus de valeur, et la rareté de l'objet original ne fait que s'accroître. Donc c'est des bons gros chiens, on va dire, hein, pour être très honnête. C'est débile comme raisonnement. Et alors qu'est-ce qu'ils vont faire comme NFT en fait? Ils donnent 1 million eux. En échange de quoi, ils toucheront 50% sur tous les NFT vendus par Frank Miller Presents. En l'occurrence, tu te souviens du Bored Ape Yacht Club? Tu sais, c'est les singes créés par machine learning, où en fait un algorithme crée une nouvelle version du singe, etc., etc. Ils vont faire pareil, en fait, mais avec le dessin de Frank Miller. En fait, c'est juste des skins, en général. Et en fait, ça a été décliné parce qu'il y a aussi des Lazy Lions, t'as les... oui, les requins. Les Furious Pigs, ou je sais pas quoi, mais c'est trop nul. Mais qui
Mais en fait, ils essaient tous de copier le succès de ce premier truc-là, en fait. Ouais, mais le truc, c'est que c'est juste, en fait, ça change juste d'une photo d'avatar déclinée avec juste des skins que même Fortnite, ils font plus d'efforts pour varier les skins, quoi. Et, voilà. C'est terrible, quoi. Et donc là, en fait, la Space DAO va fournir la technologie qui permettra à ce que Frank Miller dessine, on va dire, 5, 20, 50 personnages, et pareil pour l'autre artiste. Et ensuite, la machine va générer par algorithme des milliers de variations de ces dessins qui vont ensuite vendre en profile pictures. Ils vont vendre des photos de profil à hauteur de 10 000 et ils prévoient de faire 6 millions de dollars comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez payer, enfin, vous pouvez payer pour avoir une photo de profil générée par ordinateur et qui sera un dessin de Frank Miller, mais pas vraiment, voilà. Et ça, c'est le plan de financement, c'est le business plan, en fait, de Frank Miller, parce que on peut même maintenant commencer à dire les termes. Frank Miller revient parce que le NFT. Parce que quand tu vois l'article de Bleeding Cool, qu'il faut absolument que je traduise justement, j'ai commencé hier, sur le programme, en fait, il y a plus de place qui est laissée à expliquer le business plan du truc, où il y a le mot NFT partout, que à parler des BD elles-mêmes, où là, rien n'a été présenté, rien n'a été annoncé. Encore une fois, 4 titres par an pour 10 000 NFT la première année. Tu peux te dire qu'en fait, c'est plus ça qui guide la main de Frank Miller, qui s'est quand même fait quasiment $1 million avec son cube, là, de Marv. C'était trop moche. Voilà. En plus. 840 000 $. C'est, du coup, après, tu peux comprendre, il aime l'argent. C'est un capitaliste, Frank Miller, il a jamais caché il a jamais dit le contraire. Voilà, il avait fustigé Occupy Wall Street à une époque, on sait quand il revient, c'est pour le pognon. Quelque part, toutes ces belles valeurs et tous ces discours d'intention sur le fait de changer le système, etc., c'est que de la connerie, hein. C'est un mec qui est très hypocrite. Moi, j'admets, c'est pas que je suis déçu parce que même quand t'es fan de Frank Miller et de son travail, même au présent, en fait, tu sais que c'est un peu, c'est pas un mec bien, en fait, tu vois. C'est encore le mec qui faisait un procès à sa femme récemment, alors qu'encore une fois, il est pété de thunes, qui a ce côté grande gueule, qui a ce côté, moi, je pensais provocateur. Je pensais vraiment qu'avec The Golden Child, il était un petit peu sur la rédemption. Mais voilà, tu vois, The Golden Child, qui est une BD qui se termine où tu vois Greta Thunberg et on te parle d'écologie, de sauver le monde. Ouais, et après, il fait des NFT. Et tout. Voilà. Non, il fait 10 000 NFT. Il fait pas juste un NFT, tu vois, donc ouais, moi, j'avoue que je suis un peu écœuré parce que c'est compliqué d'être fan de Frank Miller, en fait, tu vois, c'est un peu comme les fans de tous ces artistes qui finissent par taper leur gonzesse et tu te dis merde, mais attends, moi, sa musique, elle m'a beaucoup accompagné et tout. Bonjour, fan de Manson, on se comprend, vous et moi. Mais voilà, à un moment donné, il faut quand même admettre que les gens qu'on aime bien ou qui ont changé l'industrie sont parfois aussi des gros rapias, voire des mecs pas bien du tout. En l'occurrence, c'est compliqué parce que les NFT, c'est pareil, c'est un truc qui est en train de devenir tellement démocratisé. Robert Pattinson, là, il va en faire aussi. Ouais, voilà, Brie Larson en fait ou participe à ces conneries-là. Maintenant, quand tu vas sur Twitter, on te propose d'utiliser un NFT pour ta nouvelle PP. Donc, pareil, là, on sait que Elon Musk, qui va vouloir forcément monétiser Twitter, va investir ce créneau-là parce que lui, il est déjà dans la crypto avec les Dogecoin et compagnie. Peut-être qu'on va être nous, les vieux cons, en fait, qui dans 5 ans seront ceux qui n'ont pas cru à une révolution qui va arriver. Le problème, c'est cette révolution, encore une fois, c'est payé pour du vent, pour un truc que vous pourriez avoir gratuitement. Et donc c'est la privatisation du contenu accessible, ce qui est une connerie monumentale, c'est que tu privatises un truc que tu peux avoir quand même. Et tu t'auto-hypnoses avec le côté oh mais je le possède vraiment, contrairement au mec qui a fait un clic droit. Voilà, ça c'est un débat, on va dire, philosophique. Par contre, le débat de la dépense énergétique, déjà que les cryptos, ça dépense énormément d'énergie, faut peut-être qu'à un moment donné, on commence à se poser la question de est-ce que ça vaut bien le coup? Est-ce qu'on n'est pas là actuellement en phase d'extinction? Est-ce qu'il n'y a pas 20% des sols sur Terre qui sont déjà contaminés? Est-ce qu'il n'y aura pas une catastrophe naturelle par jour en 2030? Et voilà, c'est comme le projet Plush, là, le film français à la con, qui ressemble vraiment à une pyramide de Ponzi, hein, pour le coup. Ah oui, complètement, oui. Non, mais en plus, ça, parce qu'ils avaient déjà fait, j'avais déjà vu qu'il y avait une boîte, en fait, qui essayait de faire ça aux États-Unis, de faire un film où, en fait, qui est financé par les communautés de fans, par l'achat de NFT. Et en fait, plus t'es riche, plus, en fait, t'as des parts dans le film de producteur, et donc plus tu peux influencer sur l'histoire. Et je me dis que déjà ça sent pas bon du tout, en fait, puisque tu sais très bien qui c'est qui va vouloir mettre des billes dedans, en fait, et ça va être un film. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Et laisser les scénaristes faire leur boulot, en fait. Ouais. En fait, je vais dire, parce que, non, mais voilà, mais parce que si tu disais ce genre, moi, je dis que ce genre de projet américain, ça va faire quoi? Ça va faire, le Restore the Snyderverse cross Amazing Spider-Man 3. Donc, ils vont faire la suite de Justice League, mais avec Spider-Man dedans, avec des spoofs et tout ça. Ils vont dire, ouais, mais regardez, on l'a financé en NFT, on est trop fort et tout ça. Enfin, c'est vraiment tout, il y a tout un aspect de débilité, enfin, où ça devient débile, en fait.
c'est que plus ça va, parce qu'en plus il y a quand même pas mal d'articles qui sont sortis aussi pour dire que quand même il y avait plein de gens, il y avait un mec là, le NFT du premier tweet de Jack sur Twitter en fait qui a perdu 80% de sa valeur en l'espace de quelques mois, où tu te rends compte qu'en fait que c'est du vent, que c'est une grosse arnaque et que si ça marche que parce qu'il y a des gens qui veulent que ça marche en fait et que ça profite que à une poignée d'individus qui ont compris les ressorts et qui en fait qui s'enrichissent sur le dos des autres. Comme les cryptos, hein. Ouais, bien sûr. Il y a ce côté qu'on néglige beaucoup trop sur l'impact écologique que ça a et qui devrait quand même, je sais pas, à l'heure où le rapport du GIEC nous dit on a 3 ans pour vraiment corriger le trou, sinon après on va vraiment tous crever dans d'atroces souffrances. Alors on nous dit qu'on va manquer d'énergie et que les centrales qui fonctionnent sur les énergies à l'ancienne, avec la guerre en Ukraine, ça va être horrible juste de se chauffer cet hiver. Il y a des mecs d'ailleurs en Norvège qui se chauffent au NFT. C'est-à-dire qui se chauffent au crypto. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça demande une dépense énergétique considérable maintenant de miner du Bitcoin, parce qu'il y en a de moins en moins, et les calculs sont de plus en plus complexes, en fait, les machines surchauffent, et plutôt que de refroidir la pièce, en fait, ils les installent dans des régions qui sont naturellement froides. Et du coup, les mecs n'ont plus à payer le chauffage. Et tu te dis, mais quelle horreur. Enfin, vous êtes vraiment en train juste de gaspiller. Parce que le problème de la dépense énergétique, pour ceux qui voient pas en quoi c'est polluant, c'est que nous, en France, on a beaucoup de centrales nucléaires qui sont donc des centrales zéro carbone. Mais il y a beaucoup de pays, la plupart des pays dans le monde, en fait, utilisent encore des énergies fossiles pour produire de l'énergie. C'est le cas français de la centrale nucléaire est vraiment très particulier. En plus, le nucléaire est pas la solution, hein, on le sait. Au moment où on parle de passer au renouvelable, de passer à l'éolien, et on sait qu'on va faire des compromis parce que ça peut pas générer autant d'énergie que du nucléaire ou même que du pétrole ou même que du gaz, etc. Ou à charbon, hein, ça existe encore, la centrale à charbon. Faut quand même bien se dire que ça, c'est un gâchis monumental. Les cryptos toutes seules, c'était il y a 5 ans l'énergie de la Norvège. Et là, actuellement, les NFT, de toute façon, plus il y en a, plus ça va augmenter. Donc là, il faut se dire que 10 000 NFT juste pour Frank Miller, pour un caprice de millionnaire, en fait, qui veut continuer à gagner du fric sur le dos d'une arnaque. Au-delà du côté bulle spéculative, parce que il y a déjà eu d'autres bulles spéculatives. Là, il y en a une actuellement par rapport au numéro de collection de comics. Sauf que t'achètes vraiment un numéro de collection de comics. T'achètes pas un truc que tu pourrais télécharger. Donc c'est vraiment, en fait, pour moi, on en a déjà parlé plein de fois, et là, on vous saoule, j'imagine, mais il y a vraiment un problème, en fait, philosophique, où pareil, les influenceurs aussi en France, comme Sébastien Abdelhamid ou quoi, commencent peu à peu à manger ce terrain-là, quoi. Et en plus, ce genre de gars, no offense, mais Sébastien qui avait fait des tweets pourtant, qui avait les paris sportifs. Ouais, contre les paris sportifs en disant, ouais, ça, c'est une arnaque pour les jeunes et machin. Alors que là, clairement, le truc plush, c'est directement ciblé aussi pour les gosses, quoi. Mais t'as un mec qui avait répondu, qui avait dit, ouais, mais c'est comme la bourse, tu vois, c'est pas pareil, parce que la bourse, on investit de l'argent, il y a un risque, c'est plus, et t'as envie de leur répondre, mais la bourse, c'est aussi un coup de poker. C'est aussi un jeu de hasard, en fait. La bourse, c'est quand tu fais pas la bourse quand t'as 12 ans, quoi. Oui, c'est ça. Mais en plus, les NFT, précisément, justement, ce côté Bored Ape et compagnie, ça cible les jeunes, hein. C'est qu'Omarcy aussi, on a fait. Enfin bref, tu vois. Et là, je te dis, je me sens un peu comme le dernier des Mohicans, à être là, à rouspéter contre un truc, en fait, qui, moi, philosophiquement et écologiquement, me paraît un non-sens total. Et de voir Frank Miller vraiment, mais limite, je te dis, il a fait la boîte pour ça, quoi. C'est pas possible autrement, parce que quand tu vois par rapport avec SpaceDAO, qui est vraiment plus une boîte d'enfoirés, avec un seul projet SimCity, un seul projet Ronin, et tout le reste, ça va être de la créa qui servira à faire de l'algo. Enfin bref, moi j'avoue que j'étais un peu écœuré de voir ça. Alors j'étais content au début, Frank Miller revient. En fait, et dès le lendemain, on a la news de Bleeding Cool qui nous détaille le business plan. Tu te dis, ok, d'accord, en fait, c'est un enfoiré, quoi. Donc bon, c'est un peu triste, mais big up à toi, Franck. Si un jour tu veux venir en parler dans un podcast et qu'on te défonce la gueule, ce sera avec plaisir. Sale vieux. Bah enfin, non, mais il m'énerve. Franchement, t'essaies de le défendre, on essaie d'oublier qu'il est islamophobe, on essaie d'oublier que le mec travaille plus vraiment, il fait des procès à sa femme et à ses ex-partenaires, etc. Et puis le gars, il arrive et il dit maintenant, en fait, je suis un corrompu. Je dis bon, bah c'est beaucoup quand même. Et Dan Didio aussi, hein, et Dan Didio aussi, ouais. Dan Didio, tu vois, pareil, j'ai défendu son bilan la dernière fois. Et là, tu dis bah mec, non quoi. Walmart, c'était mieux que ça, mec. Donc Danilo Bayrous, hein, qui avait fait la mini-série L'homme sans peur de Jen McKay, qui précédait le relaunch par Chip Zdarsky. Tout à fait. Qui avait, donc j'avais dit quand même, en fait, c'était chez Soleil, qui avait sorti Love Kills, c'est une histoire de vampire qui était plutôt bien grattée, mais qui était pas super intéressante sur le scénario. Mais en tout cas, c'est quand même un artiste qui sait dessiner, en tout cas. Donc à voir ce que le scénar de Dan Didio pourra, mais ouais, c'est tout ce côté NFT quand même. A priori, c'est équipe de vengeurs de la Terre contre Kaiju. Ah, mais j'aime bien les Kaiju. Ouais, non, mais ça a l'air bien dessiné, hein. Dommage. Bah ouais. Dommage. Bah ouais. Il y a même Monoprix qui fait des NFT maintenant. Tu pourrais te faire un petit NFT Kaiju. T'imagines, tu veux un NFT Monoprix, mais qu'est-ce que... McDo aussi qui avait fait le. Je t'ai dit en fait ça devient débile en fait, ça devient le Coca-Cola. C'est débile depuis le début, hein. Non mais ça devient plus ça va et plus ça devient débile parce qu'à la base quand tu disais que c'était pensé pour
protection soi-disant d'œuvres numériques, je sais pas quoi, à la limite tu pouvais essayer d'entendre un raisonnement, mais là quand tu vois Monoprix qui fait des NFT, leurs films plush de merde là avec des skins de peluche moches là qui c'est un truc de ouf quoi, ça devient vraiment de plus en plus con, et c'est à la limite ça qui va avoir Cronenberg qui va avoir la médaille du concept NFT le plus nul et le plus moche possible, s'il vous plaît quoi. Je te dis, pour moi, franchement, battre la capture d'écran du tweet de Jack Dorsey, c'est déjà c'est un challenge. Hein, parce que quand tu commences sur l'industrie par là, tu te dis non mais pourquoi vous suivez, j'avoue con, quoi. Enfin, tu commences déjà dans la fosse. Les NFT Wall-E de Disney. Non. Si, tu l'avais pas vu. Disney, ils ont fait des NFT. Disney. Oui, voilà. Marvel en fait, DC aussi d'ailleurs en fait. Voilà, c'est genre Wall-E, c'est un truc qui parle de destruction de l'environnement et la fin de l'humanité où quelques robots ferrailleurs ramassent les restes. Tu te dis mais c'est trop ironique quoi. Enfin. Bref, c'est plus que de l'ironie, c'est du cynisme à ce rythme-là. Allez, on passe du côté de la série télé maintenant. Alors, Netflix qui a des problèmes d'abonnés, sabre à tour de bras pas mal de projets, et dont certains qui nous intéressaient, comme l'adaptation des Comics Bone de Jeff Smith en série d'animation. Voilà, donc ça fait chier. Moi, ça me fait chier, mais en même temps, après, ça aurait pu permettre à des gens, de découvrir Bone. Mais telle quelle, la BD est déjà parfaite. Pourquoi? Enfin, Netflix, on a tellement peu confiance en eux qu'en fait, je me dis que c'est pas plus mal. Ouais, tu trouves? J'ai pas besoin d'avoir une série animée Bone, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, bien sûr. Non, mais après, ça aurait été quand même cool s'ils avaient repris, parce que c'était censé être en 2D, je crois. Donc, ça aurait vraiment pu reprendre les designs de Jeff Smith. Donc, son Casper avec les gros pifs, là, trop mignon. Voilà, donc 3 petits bonhommes, la fratrie Bone, en fait, qui est dans Bonneville, en fait, et qui a des problèmes, doivent s'en aller et vont se retrouver mêlés, en fait, à des monstres, à des sorciers dans un univers un peu de fantasy un peu sombre, avec des ragarous qui sont absolument impayables, qui sont trop bien, qui ont un pur design et qui ont des dialogues vraiment beaucoup trop marrants. Donc c'est disponible chez Delcourt en version noir et blanc et couleur, je crois, et c'est trop bien. Donc lisez Bone, et en plus je pense que ça finira par se faire à un moment donné. Je crois pas, parce que c'est pas la première fois en fait que le projet échoue, parce que Jeff Smith justement en réaction il a fait une planche de BD où tu montres Bone qui se casse la gueule à chaque fois que le projet échoue, et il y avait 3 dates, donc la dernière en date c'est celle-ci de Netflix, et il concluait en disant vas-y plus jamais, en fait, tu vois. Donc je pense que ça va un peu comprendre aussi. Que ça a un petit peu saoulé. Mais tu sais, je me faisais la réflexion en ce moment, on regarde DuckTales avec Océane, donc la bande à Picsou, la nouvelle version. Par contre je t'arrête tout de suite, je suis pas assistant social, me raconte pas ta vie comme ça. Donc et justement, je me disais, c'est une très bonne série animée, mais par contre, je regrette qu'il n'y ait pas eu une version animée de la jeunesse de Don Rosa, etc. Et au premier degré, tu vois. Ouais, en même temps. Et après, je me dis, mais en fait, c'est parfait déjà de base. Pourquoi tu veux que l'animation limite risque de gâcher ça, ou de gâcher ce trait parfait, ce sens du détail et tout. Définitive, tu peux lire la BD et tu kiffes, quoi. Ouais, et puis tu pourras jamais, par rapport à la jeunesse, tu pourras jamais retranscrire en animation le côté génial des scénettes dans l'arrière-plan. C'est ça, ouais. Donc c'est pas possible. T'as une poule qui est sur une vieille bagnole des années 20, etc. Et on voit ce qu'elle pense, et elle se voit en bolide de course et tout, avec des lunettes de soleil. C'est incroyable. Mais tu te dis ça, tu vois, c'est la richesse de la BD. Il faut qu'on arrête de croire que l'animation ou le mouvement, en fait, c'est supérieur, quoi. Il y avait même. Moi je me rappelle toujours, dans le premier numéro de la jeunesse, tu vois une poule justement qui essaie de manger un verre, et le verre arrive à s'échapper, puis après en fait il revient avec une masse et il tapote sur le dos de la poule. Il a une énorme masse pour la taper, c'est trop fort. T'as plein de petites scènes comme ça comiques dans les arrière-plans à chaque fois, et ça sera pas retrans. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi Raising Dion, donc la série Comment élever un super-héros qui était annulée après 2 saisons, projet qui était produit par Michael B. Jordan, donc voilà, sur ce petit Dion qui se découvrait des super pouvoirs, donc 2 saisons et basta. Non, mais tu vois quand même que ils sont en train en fait de faire un gros ménage de printemps. Ménage en fait par rapport au fait qu'ils ont perdu 200 000 abonnés alors qu'ils voulaient en prendre plusieurs millions. Apparemment ils vont en perdre 2 millions d'ici le semestre prochain. Et en fait ils sont en train de le truc c'est que apparemment c'est surtout les projets d'animation qui ont été sabrés en premier. Ouais, c'est ça, il y avait un truc par rapport au Père Noël aussi, je crois. Mais Netflix je vais pas être méchant parce que c'est une plateforme qui vraiment a révolutionné le monde du divertissement, simplement. Peut-être qu'à un moment donné, en fait, le manque de qualité finit par te mordre le mollet, quoi. C'est même pas, alors il y a le manque de qualité, ça s'est vite dit parce qu'ils produisent encore des trucs super bien quand même, mais c'est au-delà du manque de qualité, c'est juste que la concurrence déjà, elle s'est multipliée par 5. Exactement. Et il y a aussi un moment où en fait, dans tous les domaines, la croissance éternel n'existe pas, en fait. Voilà, il y a un plafond de verre, il y a un moment où ça ne peut plus marcher, il y a un moment où quand t'as des offres dans tous les sens et qu'en plus toi t'augmentes tes tarifs et que t'es à $16 alors que les autres ils sont à 6. La raison pour laquelle ils augmentent leurs tarifs, c'est aussi parce que l'Union Européenne leur a dit, les gars, maintenant ça va bien détourner du pognon aux Pays-Bas, parce qu'il faut quand même se rappeler que pendant 8 ans ils n'ont pas payé d'impôts en France, ils ont détourné vraiment des centaines de millions. Finalement ils ont dû finir par céder parce qu'il y avait un bras de fer qui s'opérait où on leur demandait de payer la redevance ou de consacrer une partie de leur
chiffre d'affaires à la création en local. Donc ils ont fini par vouloir bien payer leurs impôts, mais du coup pour rester rentable, parce que Netflix n'est pas rentable, hein, on se rappelle que c'est une boîte qui perd de l'argent parce qu'elle investit trop dans la création de contenus originaux et qu'elle les gâche en balançant en un week-end une saison de 20 épisodes. Voilà, ça c'est aussi un problème, tu vois, le fait que Netflix n'arrive pas à fidéliser sur du long terme parce qu'ils sont obsédés par leur formule du binge, qui à moi me va, on va dire, mais pour beaucoup de gens, regarde The Mandalorian, regarde les séries HBO Max, le côté épisodique, le Peacemaker et tout, les gens aiment bien en fait ce côté revenir à l'ancienne avec un épisode chaque semaine et tout, ce qui fidélise dans le temps. Et quand tu vois la quantité de produits que propose Disney+, qui est dérisoire par rapport à Netflix. Netflix a beaucoup plus de produits que Disney+. Mais Disney+ arrive à fidéliser. Et à Moon Knight, paradoxalement, ça crée l'événement, quoi. Il y a des gens qui, chaque semaine, masterclass. Vite fait. Non, mais c'est une réalité. Genre, le fait simplement que s'ils avaient mis toute la saison en une fois, les gens, ils l'auraient maté, ils auraient dit ouais, bof, ils seraient passés à autre chose. Mais le fait d'avoir ce découpage épisodique fait que tu reviens par curiosité ou par panurgisme, parce que t'as rien de mieux à foutre de ton mercredi, tu vois. HBO, c'est pareil. HBO, regarde la série Barry qui revient. Moi, j'ai trop hâte de la suite. Euphoria, c'est un événement collectif. Atlanta, c'est un événement collectif. Et Netflix, c'est vrai que, ils arrivent pas à remettre en question cette méthode de travail. Du coup, ils perdent. Et le fait est que l'animation, ça coûte cher et ça ramène pas forcément plus d'abonnés. Donc, ce qui est dommage. Parce qu'ils savent pas la vendre. C'est un domaine sur lequel ils sont plutôt forts. En plus, genre, Hilda, c'est vachement bien, par exemple. L'adaptation là de League of Legends, Arcane, ouais. Marché de ouf. Les maîtres de l'univers. Putain, les Mitchells contre les machines, qui est incroyable aussi. Bob's Burger, tu vois. Non, mais c'est un département où ils sont vraiment doués. Big Muff, c'est à eux aussi, je crois. Ouais. Et finalement, c'est con de sacrifier un truc qui fait partie de tes forces. Il devrait peut-être arrêter de faire des films pourris avec des acteurs d'Hollywood qui font des séries B d'action merdiques. Parce que, ok, ça fait des gros chiffres, mais qui attend vraiment Tyler Rake 2? Qui est là tous les matins, putain, vivement que ça sorte et tout. Alors moi, oui, un peu quand même. Ouais, parce que t'es bizarre. The Old Guard 2, tu vois, on s'en a rien à foutre. Oui, ça par contre, on s'en fout un peu. Ouais. Le truc de Rick Remender qu'ils avaient adapté, The Last Days of American Crime. Mais ça, ils ont mis 5 ans à le faire avec Megaton et tout. Et quand c'est sorti, tout le monde s'en est battu les couilles. Faites des bons produits, faites des bons projets, c'est pas compliqué en vérité. Enfin, bref, moi ça m'énerve un peu. C'est ça, on te sent un petit peu énervé. Alors, Netflix, franchement, ils avaient tous les moyens pour faire un truc vraiment colossal. Simon Kanatawe. Et finalement, ils ont fait quand même vachement de catalogue de série B, quoi. Je pensais au webtoon français, moi, qui s'appelle Colossal aussi. Extraordinaire. Oui, tout à fait. Voilà, des potes en plus. Mais tu vois, regarde, Netflix maintenant, c'est un peu devenu la boutique de DVD où tu vas avec tes potes pour louer une série B et te faire une soirée pizza, en fait. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'en face, t'as HBO qui continue à cartonner, t'as STX qui continue à cartonner. Et c'est comme ça que tu crées des abonnés fidèles parce qu'après 30 balais, qui vraiment regarde Netflix avec le sourire, quoi. Enfin, il y a plein de bons produits. J'exagère un peu, mais je veux dire. Le vieux con, là. Pour moi, il y a un problème dans le business model, en fait, hein, vraiment. Dans le fait de pas mettre de l'épisodique, de vraiment chier de la série B. Parce que maintenant, les gens ils se disent, je rate pas grand chose. Ouais. Si je quitte Netflix, et en plus, c'est plus cher qu'avant, alors que la qualité a pas à grimper. Ouais. Tu vois. Voilà. Alors que pourtant, il y a quand même des projets de films aussi qui sont plutôt ouais, bien sûr. Mais même en regardant comics, ils ont quasiment toute la scène indé, hein. Scott Pilgrim, ça va être chez eux, non? La prochaine série animée? Je sais plus, ouais, peut-être. Il me semble, hein. Tu t'endors, Arnaud, là. Non, je ne m'endors pas. Je te regarde. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, parce que j'ai juste enlevé une actu du fil conducteur parce qu'en fait on en avait déjà parlé, mais juste pour dire que le spin-off de Harley Quinn sur le bar de Catman a été commandé, donc c'est plutôt cool. Oui, bon, je suis content, mais cool. On vous renvoie au précédent front page, hein, juste pour vous parler du pitch. Mais en tout cas, voilà. Contrairement, du coup, à HBO Max, lui, l'animation, ça leur fait moins peur, tu vois. Exactement. En même temps, Harley Quinn, c'est un peu pareil. Leur flagship, c'était un succès surprise, mais comme Invincible pour Amazon. Hein. Ouais. Et juste autre bonne nouvelle, du coup, la scénariste T. Harvey, quelque chose comme ça, qui était la scénariste du spin-off The Hit Bang Kill Tour, va a priori faire du Harley en canon chez DC. Donc c'est quand même la preuve que Harley Quinn, c'est vraiment un succès à la fois en BD, à la fois en série animée, et que peut-être que ça va devenir le nouveau standard de Harley Quinn pour les années à venir. Hein. Peut-être que ça va être le Dark Souls de la série d'animation. Ouais. Tu veux que je rebondisse là-dessus, là, parce que... Moi, pas forcément. D'accord. T'as grave raison, Arnaud. Ouais, ça va être le Bloodborne, même. Drôle. Bref, du côté des séries télé aussi, autre nouvelle, est-ce que ça sent la fin de l'univers CW DC Comics, puisque la série Batwoman est annulée après 3 saisons et la série Legends of Tomorrow ne connaîtra pas de fin non plus après sa 7e saison, chose qui n'était pas prévue à la base, puisque les deux séries se terminaient sur des cliffhangers qui ne seront donc pas résolus. C'est-à-dire que dans les séries originales qui sont vraiment in continuity de cet univers, il nous reste The Flash et c'est tout en fait. Ouais. Parce que Superman et Lois, c'est dans une autre Black Lightning, ils l'ont déjà annulé. Oui, ça fait fini depuis longtemps. Le spin-off, ils l'ont pas commandé. Non.
Gotham Knights, ce sera dans une autre continuité aussi. Puis les autres qui restent, Naomi pour l'instant c'est aussi séparé du reste, et Stargirl également. Alors Stargirl, on avait montré que c'était dans leur multivers et tout ça, mais en fait dans la continuité de l'Arrowverse, en fait il ne va rester plus que The Flash saison 9, et très honnêtement, enfin The Flash ne passera pas une 10e saison. Arrow s'est arrêté à la 8, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune série de cet univers-là qui a été au-delà de 9 saisons, du coup. Pour le coup, non, ouais. The Flash sera la plus ancienne. Ce sera la plus longue, et a priori, elle va être réduite en termes de nombre d'épisodes, comme l'était Arrow saison 8. Donc, c'est... ça sent la fin. Ça sent la fin du Arrowverse, certainement. J'ai presque envie de dire qu'il était un peu temps, parce que ça a beaucoup tiré sur la corde, même pour Arrow, je veux dire, Arrow aurait pu se terminer beaucoup plus tôt, à mon avis. Et d'ailleurs, ils voulaient faire un spin-off encore avec les Canaries et tout. Là, vous avez raté le rire de collégien d'Arnaud qui était en mode genre mais effectivement c'est trop nul comme projet. Oui, bien sûr, mais pareil pour Legends, je veux dire, depuis la saison 2 en vrai il manquait un peu de trucs à dire. Non, justement, moi je trouve que c'est à l'inverse, c'est que depuis la saison 3 avec Bibo et tout ça, ils avaient assumé le fait qu'en fait essayer de faire des intrigues sérieuses sur leurs histoires de voyage dans le temps, ça ne marchait pas de vouloir le faire correctement, donc vas-y, on s'en bat les couilles, on va dans toutes les époques, et du coup on se fait plaisir. Les costumiers ont dû se faire plaisir de ouf, ils faisaient des chorégraphies débiles sur des chansons pop, ils se faisaient bien, franchement c'était du coup ils se faisaient vraiment un bon délire, très régressif, très con. Et puis c'est vrai que Océane l'a noté sur le réseau, c'est que les deux séries étaient plus impliquées dans les représentations queer que d'autres. Bah oui, bien sûr. Même si toutes les séries de la CW l'ont fait dans une moindre mesure, mais c'est vrai que Supergirl, Batwoman et Legends of Tomorrow, c'est celles qui mettaient le plus de soins. Et après Batwoman, moi il y a tu vois, après effectivement je peux comprendre le délire régressif, mais t'avoueras quand même que ça n'avait pas de ligne de fuite. C'est vrai que c'était une série que tu pouvais annuler à chaque saison parce qu'elle avait pas vraiment. Oui. Non, mais après voilà, c'était pour le délire. Et puis à la fin de la saison 7, du coup, ils présentaient quand même Booster Gold. Et c'est la malédiction, hein, ça. Et en vrai, Booster Gold, ouais, c'est clair, parce qu'il arrivera jamais. Depuis le temps qu'il veut faire son truc Booster Gold. C'est ça. Tenez, je le ramène là, allez. Ce qui est con, c'est qu'il l'ait pas fait plus tôt, parce que tu pars d'une série de voyages dans le temps et tu mets pas Booster Gold dès la première saison. C'est un peu dommage, quoi. Donc, ouais. Bon, Harry Potter, il l'avait fait. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Mais non. Si. Quelle saison? Fin de saison 2, je crois, ou fin de saison 3, je sais plus. Ouais, fin de saison 2, je crois qu'il arrivait. Il y avait même une version de la GSA à ce moment-là, du avec coup. Je me souviens, je me savais pas qu'il y avait. Il y avait incroyable. Ouais. C'est fou cette histoire. C'est dingo. En plus, c'était bien fait le voyage dans le temps dans The Flash. Dans The Flash? Ouais. Bah si, il y avait le voyage dans le temps dans The Flash, frère. Oui, aussi, oui, ça va. Alors, commence pas, hein. Donc ouais, c'est bien. Et pour Batwoman, voilà, le problème, il est plus, pour moi, il est plus structurel, en fait. C'est que la série de base devait pas être comme ça. Ils ont fait une saison avec une actrice qui s'est barrée ensuite avec perte et fracas en accusant la production, qui a dit que c'était pas vrai. Voilà, c'est un vaste débat, on va dire. Et après, la série a été reprise avec une autre actrice, un nouveau personnage. Quand tu commences comme ça, c'est déjà pour moi un peu baisé, quoi. En plus, un personnage qui n'existe pas en comics, qui sont rajoutés. Il a fallu recréer du lore, une saison 2 qui était plutôt une saison 1 et tout. Donc oui, c'était risqué. Quant à savoir si c'est la fin de la collaboration entre la CW et DC, on sait que la CW va être vendue ou a déjà été vendue. En tout cas, il y a il y a des rumeurs groupe télévisuel qui était intéressé apparemment. Voilà, il y a des rumeurs qui voudraient s'en séparer, mais il y a rien qui a été acté pour le moment. Mais moi, ça me paraît pas illogique. Je veux dire, effectivement, Warner Bros veut se désengager de la télévision pour faire du streaming à tout crin. Et ils avaient en plus précisé mais ça leur appartient. Ils avaient précisé justement que ça n'entacherait pas leur relation de travail avec Berlanti Productions. Qui en l'occurrence, lui, il continue de faire Doom Patrol, Titans. Voilà, Superman et Lois, effectivement, et Gotham Knights, voilà, c'est-à-dire que c'est la fin de cet univers-là, mais pas du tout la fin de l'univers Berlanti, enfin de la saga avec Berlanti, voilà. On va dire. Disons qu'il y aura d'autres séries d'ici, mais qui devraient plus se raccorder, en fait. Parce que Superman et Lois, techniquement, c'est le Arrowverse. Oui, mais c'est dans un déter. Ouais, je sais bien, mais ça reste, c'est une branche de l'arborescence. De la même façon que Doom Patrol est censé dériver de Titans, mais bon, on va dire que voilà quoi. Donc moi personnellement, je suis plus du tout hostile à ce mec, comme je l'étais à une époque, parce que je trouve en fait que proportionnellement à ce qu'a fait DC au cinéma, chez Grégoire Berlanti, t'as le multivers. Non, mais il a tout. Non, c'est toujours un Superman qui est sympathique. Et ça, on l'a toujours dit. Alors, non seulement Superman, lui, ça rend super cool. Il faudra vraiment qu'on fasse ce podcast. Doom Patrol, c'est fidèle. Ouais. Contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ. Et même par rapport à la reverse, en fait, ils ont
introduit tellement de concepts et de choses en fait d'une façon plus honnête et plus fidèle aux comics. Au final, même si c'était cheap, même s'il y avait plein de défauts, il y a pas de problème, mais c'était quand même quelque chose qui voulait faire les choses et qui clairement sentait que les gens derrière ont réellement lu des bandes dessinées et faisaient peut-être les choses pas parfaitement, mais il y avait vachement plus de sincérité à mon sens derrière en fait, parce qu'ils avaient aussi plus le temps de développer tout ça. Mais ils ont fait, je suis désolé, ils ont fait les voyages dans le temps. Ezra Miller dans Crisis. Ouais, mais ça on s'en branle, tu vois, c'est la petite cerise sur le gâteau si tu veux. Mais ils ont fait beaucoup plus de bien, je trouve, à développer ces concepts-là de multivers, de terres parallèles, de voyage dans le temps, de super vilains et tout ça que ce qu'ont pu faire les mêmes studios avec 3 francs 6 sous. Ouais, et avec pas grand-chose quoi. Donc ok, on peut en rigoler, on pourra bitcher sur les triangles amoureux éternels et tout ça. Et sur les effets spéciaux à la ramasse, mais je suis désolé, ils avaient envie quand même de faire les choses et je pense qu'ils ont quand même apporté, enfin on dira jamais que c'était le Citizen Kane de la série de super-héros dans 25 ans, mais je pense que ce qu'ils ont fait a permis peut-être à d'autres projets de se développer ensuite quoi. Mais oui, sans Arrow, sans The Flash, peut-être que pas de Doom Patrol, peut-être que pas de Spider-Verse, tu vois, je sais pas hein. Non, là, par contre, tu vas un peu loin. Sans The Flash, tu aurais pas eu Spider-Verse, le film qui a eu l'Oscar de l'animation, là. Bah, jamais vrai. Mais gros, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais à partir du moment où ils ont vu que sur le petit écran, en fait, ils arrivaient, en fait, à faire des trucs. C'est sûrement comme ça que Sony et Marvel réagissent. Oh, putain, Rick Berlanti, il l'a fait. C'est bon, on peut y aller. Les gens, ils sont prêts. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait des audiences. Ils ont vu qu'ils ont perdu personne en faisant les terres parallèles et ils se sont dit, vas-y, on va le faire aussi. Non. Peut-être. Non. Peut-être. C'est pas ça qui est arrivé. Peut-être que ce qui s'est passé, par contre, ce qui est arrivé, c'est que No Way Home, du coup, par contre, n'a rien d'original, proportionnellement à... Non, mais No Way Home n'a rien d'original dans tous les sens du terme, en fait. C'est-à-dire parce que le coup de ramener des anciens acteurs qui ont joué le même rôle dans un produit c'est comme pardon les gars, The Flash l'a fait avant. Non mais c'est comme c'est comme l'épisode de South Park où ils disaient les Simpsons les Simpsons l'ont fait. Ils l'ont fait, bah c'est pareil, c'est quelques autres trucs, tu feras la CW l'a fait avant. Et en plus, bah c'est que c'est vrai. Alors ils l'ont peut-être mal fait parfois, peut-être que c'était pas incroyable, mais ils l'ont fait avant. Bref, on va passer du côté du cinéma maintenant. Corentin, prends ça Kevin Feige. Ouais, dans ta gueule, avec ta casquette moche là. Allez, la violence. Michael Sarnowski, qui a fait Pig avec Nicolas Cage, qui est vachement cool, réalise l'adaptation des comics Sabrina de Nick Dranzo. Ah, t'as réussi à bien le dire. Ouais. Non, c'est Dernazo. DRNazo. Non, je dis DRNazo maintenant, parce que je n'arrive pas à le prononcer. Drnazo. Oui, roman graphique un peu à la Gone Girl sur un personnage principal et son meilleur ami militaire, un pilote de ligne, enfin pilote de chasse du coup j'imagine, qui assistent tous les deux à la disparition de Sabrina, la petite amie du héros. Au départ, elle est juste partie et le héros pense qu'il a été quitté. Puis ensuite, il s'avère que c'est un enlèvement. Et donc on voit un petit peu dans l'espace de 24 heures comment les médias vont commencer à suggérer des pistes d'interprétation de cet enlèvement, comment le public va réagir, les réseaux sociaux, etc. Donc oui, c'est un peu Gone Girl mais à deux, avec une sorte de sourde souffrance, d'esprit un petit peu très vide, très déprimé, très morose, avec un dessin en plus très particulier, hein, le style de Darren Asso justement, c'est vraiment très particulier. Enfin, c'est vraiment la BD qu'on verrait à Angoulême, on va dire, plus souvent que dans un comic shop. Le film est en débat l'adaptation depuis assez long moment, ça devait être Drew Goddard au départ. Finalement, ce sera le mec de Pig. Alors, c'était son premier film que je n'ai pas vu, malheureusement, donc je vais plutôt te laisser en parler du côté metteur en scène. Mais voilà, ça appartient à cette famille de projets qui nous concerne moins que les super-héros, parce que ça pourrait peut-être une BD franco-belge ou une BD presque manga quelque part, très contemplative, très très brutale sur la froideur humaine, on va dire, et le sentiment un peu de dépression, d'être perdu dans un monde très vaste et tout. Donc moi je suis pas un grand fan du travail de Darren Asso, mais c'est un auteur qui est très coté aux États-Unis, qui fait partie des fameux New York best-sellers, New York Times best-sellers, etc. Et puis ça peut donner un film effectivement très sympathique vu le synopsis. Et ça a été c'est déjà disponible en France aux éditions Presque Lune, comme nous l'a fait remarquer Yannick Charer, que l'on salue dans ce podcast. Donc à voir. Mais c'est vrai que ça fait vraiment partie de cette forme de bande dessinée, alors qui techniquement vient des États-Unis, mais qui comme du Dave Bagder par exemple, ou même comme du Charles Burns en fait, est pas identifié quand ça sort en France. C'est pas du tout identifié comme ah oui, ça c'est un produit qui vient des States. Donc c'est vraiment la BD roman graphique, titre de noblesse et tout ça. À voir sur
sur le projet, j'ai pas grand chose à dire forcément sur la réal, parce que ça m'a paru quand même assez différent en fait dans l'ambiance, que Peak est quand même un peu plus déjà dans un côté terroir série B, John Wick avec un cochon, c'est ça? Ouais, ça c'est voilà, c'est en fait c'est Nicolas Cage qui veut sauver, qui s'en prend à des gens qui l'ont fait chier avec son cochon, quoi. Ouais, c'est Nicolas Cage. Faut que je le mette, hein, oui, non, vraiment, c'est. Et donc voilà, donc j'ai pas à voir, mais c'est intéressant de voir ce genre de projet se monter. Moi, ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est que ça permet surtout potentiellement d'avoir en fait du film qui est de l'adaptation de bande dessinée, dont on peut parler en ayant du coup quelque chose de plus intéressant comme proposition artistique, en fait, à la manière de The Innocents ou de Freaks Out, qui ne sont pas des adaptations de comics mais qui voilà sont dans le registre. En fait, moi j'aime bien avoir ce genre de projet qui permettent juste qu'on puisse parler un petit peu d'autres styles de cinéma. Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et du coup, par contre, dans le registre, on va retomber bien sur nos pas dans le caca de ce qu'on connaît bien. C'est Sony Pictures qui prend ses couilles et les fout sur la table et se disent on les bat toujours. Regarde, ils les battent de gauche à droite, puisque non seulement ils officialisent Venom 3, donc ça a priori c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'était attendu. C'est voilà. Ouais, moi ça à la limite c'est Tom Hardy a signé un contrat de 3 films avec son sang. Il a vendu son âme à Mephisto et maintenant il est obligé de jouer dans une trilogie de films abominables qui continue de faire de l'argent, même si tout le monde a dit que le Venom Carnage c'était de la merde, mais il a quand même fait 450 millions dans le contexte 500 même, non? Oui, 500 maintenant. Ouais, 500. C'est énorme. 500 millions. C'est beaucoup plus que tout le Marvel Studios de l'année dernière. C'est plus que Shang-Chi, plus que Black Widow, plus que Eternals. C'est l'un des plus gros succès de l'année dernière. Et sans le box-office chinois. Sinon, il aurait probablement fait 800 millions, du coup. Je cherche un qu'est-ce qu'il y a, donc, je cherche tu bug. Tu me fais un café pendant ce temps? À ne pas dire d'insultes, en fait. D'accord. Voilà. Les gens sont trop. Voilà. Mais Morbus s'est cassé la gueule, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, et encore, hein, c'est toujours 150 millions de dollars de trop aussi, hein. Ils rentreront pas dans le budget, je pense. Ouais, mais je m'en bats les couilles. Enfin, eux aussi. Non, mais eux aussi. J'enlève les gants. C'est bon, je m'en bats les couilles. Eux aussi s'en foutent parce qu'au final, le Venom, ça marchait. Mais du coup, ils annoncent quand même un nouveau projet en développement sur un personnage de Spider-Man qui est super connu en fait et ouais, qui est un peu dans le top tier, dans le top tier des vilains de Spider-Man. Je sais pas si tu le connais. Corentin, il s'appelle El Muerto. Eh ben, je vais être très honnête, je ne le connaissais pas. C'est vraiment à ce point-là, c'est-à-dire que je me souviens même pas l'avoir croisé, quoi. Mais parce qu'en même temps, il est apparu dans littéralement 2 numéros. Voilà. Donc c'est Friendly Neighborhood Spider-Man numéro 7 et numéro 8. Et en fait, donc c'est un catcheur qui vient d'une dynastie de catcheurs qui se passe un masque qui leur donne des pouvoirs. Et sauf que en fait, il a pas envie d'être dans cette dynastie. Et en fait, ensuite, il organise un combat de catch avec Spider-Man et il manque de le gagner. Mais en fait, il y a Spider-Man qui lui injecte un truc soporifique et du coup, il gagne comme ça. Et on le reverra plus jamais après. C'était sorti en 2007 ou 2006, un truc comme ça, 2007 je crois. Et de façon curieuse, en fait, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, parce que moi j'ai eu des insights de la part du Hollywood Reporter. Oh là. En fait, à un moment, Avi Arad, il avait une rage de dents, donc il va chez le dentiste. Il va chez le dentiste et il va aux toilettes du dentiste parce qu'il y a la file d'attente est très longue. Et là, paf, et ben il tombe sur ce numéro de Friendly Neighborhood Spider-Man 7. Il le lit en étant aux chiottes. C'est exactement ça. Et après il fait, mais si j'adaptais ce personnage il a fait un poll sur Twitter, tu sais, dans son groupe des gens stupides fans de Spider-Man, et on fait, ça vous dirait un film sur El Muerto? Et les gens, et en fait, t'as une personne qui a fait, oh ouais, moi j'adorais, c'est mon personnage préféré. Et du coup, il allait sur le groupe Facebook des fans de El Muerto de Spider-Man, il a vu qu'il y avait 20 personnes, il s'est dit, vas-y, c'est banco, allez, banco, on y va. Jackpot. J'ai envie de dire. Ouais, mais Jackpot, jeu de mots, mais c'est pour ça, en fait. Et du coup, en fait, la particularité du projet, c'est qu'il va pas se faire. c'est que mon gars, on vit dans une telle réalité qu'il va se faire. Il est déjà prévu, il a une date de sortie annoncée, tout ça, c'est pour 2024. Non mais c'est ouf. Et en fait, ils veulent mettre le rappeur Bad Bunny dans le rôle principal. J'ai envie de mourir. Alors Bad Bunny, donc rappeur star international, il a fait Mia avec Drake et tout, qui est mortel et tout ça, bien sûr, pour s'ambiancer sur le dancehall. Allez, c'est parti. Non, franchement, Mia, mec, sur le dancehall, c'est mortel. La discographie d'Arnaud Kikou. Tu fais un petit collet serré de l'enfer et tout, c'est vraiment très très fort. Mais par contre, en fait, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait du catch. Il est passé dans WrestleMania, je crois, l'été dernier. Et apparemment, il s'est bien débrouillé. C'est un peu le Steven Amell du coup latino, a priori, sauf qu'il fait de la chanson et pas du mauvais acting. Mais maintenant, il va pouvoir faire du mauvais acting aussi. Reste bien, toi. Oui. Et en fait, de ce que je comprends du projet, c'est qu'apparemment, ils veulent leur film avec
un lead latino, puisque sérieux, mais non. Parce qu'en fait, ils peuvent pas faire Miles Morales, puisqu'en fait, a priori, peut-être que justement, c'est chasse gardée avec Marvel Studios. Et du coup, ils se sont dit, quitte à prendre un personnage de Spider-Man, on va en prendre un qui soit latino. Alors que techniquement, par exemple, la dernière version du Scorpion dans Spider-Verse ouais. et dans Ultimate, du coup, elle est latine aussi. Oui, mais il est dans Homecoming. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est pour ça, c'est vrai. C'est le gangster qui joue le mec de Better Call Saul, Michael Mando. Oui, c'est vrai qu'il a fait ça. Mais bon, en vrai, ils auraient pu négocier avec Marvel, c'est pas comme s'ils avaient réutilisé, tu vois. Ouais, mais c'est surtout que là, El Muerto. Non, mais il y a bien d'autres personnages latinos chez Marvel. Le couple, justement, enfin, les deux frères catcheurs qui sont dans Non-Stop aussi. C'est bien des latinos aussi. Ouais, mais je sais pas. Et ils sont plus présents dans mon souvenir. Peut-être que c'est Bad Bunny, il est fan de El Muerto. Non, mais honnêtement, il voulait un personnage de catch. Je vais être très honnête. Là, on touche vraiment sur la définition même du token. C'est-à-dire que t'as Warner Bros. Qui prend Leslie Grace, qui est une actrice d'origine latino, pour faire Batgirl. Et ils font le film Blue Beetle à côté. On voit que maintenant, tous les studios essaient d'avoir justement une meilleure part de représentation. À côté de ça, t'as encore que Marvel Studios a pas forcément de projet dans cette catégorie, je crois, encore. Arnaud, il y a America Chavez qui arrive, quoi, mais c'est un peu la seule. Il n'y a pas de série sur elle encore, toute seule en tout cas. Ça arrive, t'inquiète. Mais ils veulent occuper une case, cibler une niche de spectateurs en se donnant plus bonne conscience avec, on va faire le premier film de super-héros avec un personnage hispanophone, latino-américain, etc. Mais là, franchement, moi, je me sens insulté, personnellement en tant que fan, mais en tant que spectateur de blockbuster, en mode, les gars, ils en ont rien à foutre de faire du Spider-Man, mais ouvertement, hein. Ils s'en tapent complètement de ce qu'ils adaptent. Ils vont juste dire c'est l'univers Marvel et ils vont faire toute la campagne de promo en mettant un caméo dans l'autre film en mode genre regardez, c'est connecté les deux. Et voilà, ils pourraient te vendre même un personnage original, mais ils ne le feront jamais. Là, c'est vraiment, mais chez limite du racisme en fait, tu vois, de se dire plutôt que d'essayer justement de trouver un personnage intéressant et de le faire jouer par un acteur latino-américain pour dire pourquoi pas, après tout on s'en bat les couilles, c'est un peu ça Miles Morales au départ. Miles Morales c'est quoi sinon Spider-Man, mais par un personnage qui est de couleur en fait. Ils se disent, on va prendre l'un des rares personnages de couleur, enfin de latino-américain qu'il y a dans l'univers Spider-Man. Il se trouve qu'il a aucune présence, aucun arc à adapter, aucune structure, aucun fondement, ni rien. Et on va prendre une vedette du rap pour le jouer. Mais là, mais si justement t'es sensible à ces sujets-là, si tu espères que les acteurs latinos qui galèrent actuellement à Hollywood aient des rôles, ou que des personnages latino-américains qui sont mis en avant dans les Marvels en plus, Voices et compagnie, enfin il y a moyen de négocier, il y a moyen d'aller voir Marvel, leur dire on reprend le Scorpion, les gars on s'en fout, vous avez pas le réutilisé, c'est Michael Mando, il est stylé, on en fait un petit polar, voilà, enfin moi franchement je trouve ça mais HRB quoi. Et Sony c'est vraiment devenu une caricature d'eux-mêmes quoi. À une époque les mecs ils essayaient de faire semblant en allant chercher Daniel Espinosa et Tom Hardy, Jared Leto, des acteurs qui ont été salués aux Oscars et tout, mais là il y a vraiment plus rien quoi, c'est vide, c'est vain, c'est creux. Ah, c'est chaud. Hein. Je me sens sale d'en parler. Ouais, c'est dégueulasse. C'est vraiment. Viera, tu peux crever, mon gars. Le truc, c'est qu'en plus, techniquement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire parce que sa backstory, c'est quelque part, ça, tu peux faire un film sur un catcheur qui essaye de faire sa carrière tout en, non, mais c'est ça, mais tout en, non, parce que The Wrestler, il est en fin de carrière, tu vois, mais plus Million Dollar Baby, tu vois, sans le côté trauma de la fin. Mais je veux dire, tu peux faire un film sur un catcheur qui veut à la fois devenir un vrai avec ce côté surnaturel en même temps on va dire quitter l'héritage un peu criminel de sa famille aussi pour sortir des clichés des personnages latinx dans les œuvres de pop culture, mais tu peux le faire sans le raccorder à Spider-Man en fait. Ils vont faire un caméo du mec que Spider-Man affronte au début de Spider-Man 1, tu sais, le tronçonneur là, le gros catcheur musclé et tout. Et tu regardes dans le trailer, en fait, il y a une forme de racolage en fait qui est ouf en fait. De racolage malsain quoi. C'est que ça peut être bien fait le racolage. Ouais. Tu vois, moi tu me dis on fait Kraven, on prend lui, que des vedettes. Et on se dit allez hop, on s'en bat les couilles de Spider-Man, on va faire ça comme ça. Tu dis ouais, mais Kraven sans Spider-Man, c'est pas terrible, c'est une idée un peu con et tout. Mais okay, surtout, franchement, c'est un bon personnage, il y a des bonnes histoires, c'est des bons acteurs. Surtout que là, le fait d'oser ça, appeler un film de l'univers Spider-Man, en fait, ça aussi, c'est du foutage de gueule, en fait. Mais c'est comme regarde Moon Knight, Arthur Harrow, il a combien de scènes vraiment dans les comics? Je crois qu'il a 2 numéros. Non, mais on en arrive à un point où, en fait, les gars, ils se foutent de notre gueule, quoi. C'est vraiment, en fait, ils ont une liste de trucs à faire. Tu verras qu'ils vont, après Sony, ils vont te faire un film, pareil, qui va être LGBT friendly, et ils vont te prendre un personnage qui n'existe pas, ils vont te prendre une actrice qui a la cote sur les réseaux sociaux, et ils vont te dire, bah voilà, c'est bon, on a fait le boulot, regardons les progressistes. Mais vous êtes juste des marchands de tapis, en fait. À un moment donné, c'est juste fatigant. Si vous voulez faire les choses, il faut s'engager concrètement, quoi. Et je pense quand même que l'univers Marvel, il y a d'autres personnages latinos. Enfin, non?
Je cherche, hein, mais... Dans l'univers de Spider-Man, bah, tu regardes l'anthologie Marvel's Voices. Mais en plus, c'est pas grave de prendre un personnage qui est caucasien à la base et d'en faire un personnage latino-américain. Et surtout qu'au pire, tu prenais un personnage un peu plus connu et que tu le faisais jouer par lui donner à la limite une nouvelle backstory, ça se fait aussi tout le temps. C'est le fondement même. Regarde, le costume de Spider-Man, on voit pas sa gueule. Normalement, il peut être blanc, noir, asiatique, etc. Oui. Il y a d'autres vilains qui correspondent à ce critère-là, et puis c'est le principe, en fait, quoi. Bref. Non, moi, ça m'énerve un peu. Ouais. Voilà. Allez, Quentin, on va bientôt finir cette partie. Là. Juste un petit mot pour dire The Batman 2 c'est officialisé, donc on est content. Très content. Voilà. Et le Pingouin tournage en juin. C'est ça. Normalement. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, du côté de Marvel Studios, justement, John Watts quitte la réalisation du film Fantastic Four. Content aussi. Ce qui va permettre d'éviter, je pique cette blague à Gabin, de nous faire un Fantastic Four. Oh là 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 là. Un four fantastique, on ne sait pas. Big up à Gabin. Oui. Bah, moi, je suis content parce que c'est un mauvais réalisateur. Et que les films qu'il a fait étaient nuls. Et donc, retourne à Pôle emploi. Non, mais il va sûrement rester, je sais pas. Après, en fait, c'est la question, c'est est-ce qu'il en a eu marre aussi, lui, tu vois, d'être... parce que c'est vraiment important de studio, maintenant, John Watts, alors qu'à une époque, il essayait de faire des films. Peut-être qu'effectivement, No Way Home, c'était trop compliqué à gérer, qu'on sait que le tournage était compliqué, qu'il y a eu des réécritures, parce qu'ils ont inversé Doctor Strange et celui-là. Peut-être qu'effectivement, un peu à la Whedon, il a fini par dire, mais attendez, j'en ai marre, moi, je suis pas une marionnette, et je fais un burn-out là en fait les gars, donc je vais me casser quoi. Et puis quelque part il a fait 1,9 milliard avec son film. Maintenant il peut tout se faire valider. Ouais, c'est un roi. Voilà, il va voir n'importe quel studio, il fait regardez c'est moi, juste on met son nom sur l'affiche par le réal de No Way Home et le film gagne 100 millions d'entrées, enfin 100 millions de dollars en entrée. Donc why not, on peut voir ce qu'il vaut maintenant qu'il se casse. Pour Fantastic Four, on peut aussi se poser la question de est-ce que c'est pas Marvel qui, à mesure que d'autres films approchent qui pourraient évoquer ce peut-être qu'ils ont regardé les films peut-être qu'ils ont regardé les films Spider-Man, ils ont fait ah mais en fait c'est naze. Non ça je pense que si c'était arrivé il y aurait d'autres mecs qui auraient dégagé hein. Mais oui, peut-être qu'après Marvel se pose la question de vu que l'équipe sera forcément importante par rapport au plan multivers machin et tout, est-ce que ce serait pas le moment de ramener un vrai réalisateur? Ouais, mais tu sais très bien. Réalisatrice. Tu sais très bien ce qu'ils en font des réals chez Marvel Studios. Hein. Bah ouais, je sais. Mais... Ils leur mettent une pancarte, je suis Marvel, et puis c'est tout. Hein, ça devient des hommes sandwich. Non, ils mettent une pancarte. J'ai fait des bons films avant. Ouais. Peut-être que ce coup-ci. Non. Ah non. Alors les idées, tu sais, c'est quand tu rentres dans le studio, tu sais, t'as un portail, c'est comme donc tu enlèves tous les objets métalliques et tout ça, puis après ils font les idées aussi. Vous mettez vos idées là, vous les laissez dans le panier, vous les récupérez quand vous aurez fini. Vous laissez votre talent dans le panier, vous récupérez à la fin de la journée de travail. Ah là là, qu'est-ce qu'on est méchant. Mais peut-être que ça va être Peyton Reed. Ouais. Attends, c'est lui qui gère Kang pour le cinéma. Vas-y ta gueule. Il va être le premier à filmer Kang le Conquérant en costume. Ah putain. Et là, il a fini de tourner Ant-Man 3. Allez. J'ai envie de vomir. En plus, c'est familial Ant-Man. Tu vois, c'est pareil. Quel enfer. Allez, on termine cette partie cinéma et le podcast avec cette très belle annonce par contre Corentin qui t'a fait plaisir je crois de l'adaptation de Seconds de Brian Lee O'Malley qui est en production avec Blake Lively et Edgar Wright. Oui, ça m'a fait plaisir parce qu'on sait, enfin nous on savait en tout cas via des discussions avec les éditeurs français que Edgar Wright avait été effectivement s'était posé la question d'adapter Seconds lui-même et avait eu de longues conversations avec Brian Lee O'Malley à ce sujet. Mais que finalement, peut-être que, pareil, Edgar Wright, c'est un mec qui maintenant est très rare et qui veut explorer d'autres pistes et pas s'enfermer dans ses succès d'autres fois. Enfin, en l'occurrence. C'est surtout que son dernier film, de toute façon, a pas forcément très bien marché, hein. Alors qu'il était bien. Oui, mais ça, je pense pas que ça l'empêchera de travailler. Il coûte pas cher, hein, Edgar Wright. Ses productions sont pas des trucs tonitruants et tout. Pareil pour Seconds, d'ailleurs, quelque part. Donc, il y a l'histoire d'une jeune restauratrice qui, espère monter une nouvelle boîte. Et qui est un peu piégé dans les erreurs de la vingtaine et dans le côté maintenant c'est quoi passer le cap des 30 ans, prendre de la bidoche et avoir la gueule de bois plus vénère qu'avant et tout ça, vous connaissez vous-même, et apprécier prendre des bains plutôt que de sortir en soirée, mais c'est très bien les bains, n'ayez pas honte de vieillir. Et donc voilà, enfin ça reste le script que Edgar Wright avait développé. Blake Lively c'est son premier film, donc c'est compliqué de juger ce qu'elle vaudra, faut voir par qui elle sera accompagnée en chef-op, par qui elle sera accompagnée même au niveau production, parce que la production a priori c'est elle qui assure. Est-ce qu'il y aura un studio, je sais pas quel studio, c'est Netflix aussi, non? Ils l'ont pas dit encore? Je me rappelle plus. Ok. Donc voilà, moi j'aurais préféré peut-être une série, enfin en l'occurrence un format animé, j'avoue. Je pense pas que Blake Lively, qui a plus que 30 balais, jouera le rôle principal. En plus une petite meuf rousse. Non, faudrait qui est volontairement pas calée sur les stéréotypes de beauté. Je la vois absolument pas dans le rôle, effectivement. Voilà, et Blake Lively qui est la femme de Ryan Reynolds en plus, donc tout est lié, pas du tout. Donc voilà, c'est chouette que le film se monte enfin. Si ça peut permettre de faire découvrir Seconds à des gens ou à donner un os à ronger à la génération Scott Pilgrim qui quand même
Je pense qu'on aurait bien aimé qu'il y ait d'autres continuations de ce genre de projet, parce que Scott Pilgrim, pour notre génération, ou ceux qui sont un peu plus jeunes que nous, c'était vraiment très important quand c'est sorti. Ceux qui étaient en fait, qui avaient 17-18 ans quand le film est sorti en 2010, je crois. Donc ouais, non, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est chez Searchlight Pictures que c'est en développement, du coup. Ah, en plus, bon studio. Donc chez Disney. Oui, mais bon studio quand même. Ouais. Bah, c'est La Forme de l'eau, c'est Ned Marley, c'est plein de bons produits comme ça. Même si récemment, effectivement, c'était un peu plus chancelant. Remarque, si c'est chez Disney, on sait pas si ça va se faire vraiment. Hein. Bah, on va dire que ils ont niqué beaucoup de trucs chez Searchlight. Ouais, mais justement, oui, ils les ont niqués avant, mais maintenant qu'ils sont de nouveau dans un processus de, on valide certaines choses quelque part, ça leur, puis c'est quand même des noms porteurs, hein. Ça coûte pas cher à faire, hein. Ouais, clairement. C'est 3 décors, hein. Oui, effectivement, très bien. Et bah, du coup, d'ailleurs, je me rappelle que Océane était venu en parler. Ouais. Dans un back issue du reconfinement, je crois, de mémoire. Tout à fait. Même on avait fait avec Océane un podcast sur Brian O'Malley aussi, effectivement. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal déjà de débriefs sur cette œuvre qui est superbe. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, on vous renvoie au podcast dédié. Et là-dessus, on va conclure celui-ci, Corentin. Donc, j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à réagir sur les différents sujets évoqués sur le site et sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux extrêmement importants pour partager ces podcasts aussi et continuer de les faire vivre après leur mise en ligne. C'est comme ça que ce média peut persister. Et pour une pérennité plus affirmée, vous pouvez également contribuer sur notre page Tipeee qui est ouverte. Voilà, n'importe quel petit don nous permet de voir l'avenir avec sérénité et nous permet de nous dégager du temps et de l'énergie avant de mourir, c'est ça, pour aller faire encore plus de podcasts. Donc voilà, on espère en tout cas que First Print, l'aventure vous plaît toujours et on vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous dit à très bientôt pour la prochaine émission. Salut!